Bonjour à tous, vous écoutez le 51e entretien d'actualité de Rivarol, la vidéo de novembre 2022. Le mois de novembre, rappelons à nous, le mois des défunts, les âmes des purgatoires, le mois de tous les saints. Ici Florian Rouanet et je suis en présence du directeur de publication, Monsieur Jérôme Bourbon. Bonjour à vous, Monsieur Bourbon. Bonsoir Florian, bonsoir à tous. Donc nous avons divers sujets à traiter pour cette fois-ci, d'actualité nationale, internationale et un petit peu d'actualité religieuse également. Il y en a quelques-uns qui sont d'importance pour nous et notamment l'arrestation de Vincent Renoir, d'autant que peu de médias en parlent, donc il va falloir en parler. J'en profite juste simplement pour annoncer que la chaîne YouTube du nom de Jérôme Bourbon est un peu en sursis, puisqu'elle a un peu fragilisé, disons, puisqu'elle a perdu 3 de ses vidéos dernièrement, que l'on peut toujours visionner sur Odyssée, mais plus sur la chaîne YouTube. Sur Rivarol Odyssée, voilà. C'est ça, sur Rivarol Odyssée, et toujours est-il que plus des vidéos sont supprimées, et plus la chaîne risque de disparaître aussi, donc oui, ça risque... Oui, c'est pourquoi on tâchera de mettre cette vidéo à la fois sur Jérôme Bourbon YouTube et sur Rivarol Odyssée, donc n'hésitez pas à aller sur les deux, en espérant que vous l'aurez sur les deux, ou au moins sur l'un des deux, quoi. Même si Odyssée, a priori, semble jusqu'à présent plus solide, quoi, voilà. Mais on va essayer de maintenir YouTube tant on peut, mais on est un peu sur une chaise éjectable. C'est ça. Voilà. Et donc, que pouvez-vous nous dire un petit peu de l'actualité de Vincent Renoir, s'il vous plaît? Oui, eh bien, ça frappe fort en ce moment, hein, ça secoue, et un peu dans tous les domaines. Et il est vrai que, personnellement, je ne m'attendais pas à une arrestation de Vincent, en tout cas aussi rapide, parce qu'il était quand même dans un endroit perdu de l'Écosse, et que d'autre part, il était extrêmement prudent, c'est-à-dire qu'il avait un VPN pour son ordinateur, il n'avait que très peu de communication avec l'extérieur, des communications exclusivement électroniques ou téléphoniques à quelques amis ou un ou deux membres de sa famille, mais vraiment on pouvait les compter sur les doigts d'une main, et très peu nombreuses. Donc avec le réseau Signal, dont on disait pourtant dans nos milieux que avec Signal il n'y a pas de danger, comme quoi il faut relativiser tout ça. Quand la police s'en donne les moyens, elle peut finalement y arriver sans... D'autant que Signal est une application où on montre notre numéro de téléphone, donc bon, j'imagine il y a un moyen quand même de... C'est vrai qu'on montre le même numéro de téléphone, tout à fait. Donc, alors, il avait réussi... l'année dernière, le 25 octobre 2021, à passer entre les mains de la police, des deux inspecteurs qui sont venus le chercher, parce que dans un premier temps, ils avaient demandé qui était Vincent Renoir, il avait donné une fausse identité en disant qu'il était parti, il avait fermé la porte derrière lui. Quelques minutes après, les inspecteurs sans doute se sont rendus compte de leur bévue et sont revenus, ont frappé, ça n'a pas ouvert, ils ont réussi quand même à ouvrir, mais entre-temps Vincent était passé par l'arrière, puisqu'il y avait une sortie par l'arrière de l'immeuble où il habitait dans le Grand Londres, et donc il a réussi en courant à toute hâte, comme Forrest Gump, un Forrest Gump avec une Sravel, hein, même s'il n'a pas forcément le même talent, peut-être au ping-pong, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a réussi à leur échapper. Il a eu des moments très difficiles parce que ça n'est qu'à la mi-décembre, autour du 10 décembre, il y a donc 11 mois, qu'il a réussi à trouver, je crois en lisant une annonce de mémoire, ce logement en Écosse, mais il a été dans plusieurs endroits d'Angleterre, y compris aussi à un moment donné à Édimbourg. Il a même été à un moment donné dans une espèce de lieu un peu glauque, où il avait été menacé par une faune interlope, etc. Bon, enfin, il y a eu des moments très difficiles, de grande précarité, et il a réussi donc à se trouver cette chambre d'hôte où il payait en espèces, sous une fausse identité, enfin un nom d'emprunt, même s'il avait gardé le même prénom, et évidemment, dans la mesure où il était quand même recherché, eh bien, il ne pouvait plus donner de cours particuliers, ce qui fait que c'était très difficile pour lui de vivre et survivre. Enfin, il a bénéficié de quelques dons, aussi quelques économies dont il disposait encore, et en réalité, il en a profité pour avancer ses travaux sur Oradour d'une part, et d'autre part sur un livre qu'il n'a pas tout à fait terminé, sur l'histoire du XXe siècle, voilà, les deux guerres mondiales, leurs causes, leur déroulement, leurs conséquences, etc. Bon. Et il faut dire que cette capture à l'heure du laitier, le jeudi 10 novembre, à 5 h du matin, il était déjà levé et debout, eh bien, par des policiers, vraiment dans un coin perdu de l'Écosse. C'était sur la côte est de l'Écosse, à 1 h 30 au nord d'Édimbourg. Voilà.
dans les environs du petit port de pêche d'Antruter, à quelques kilomètres de la ville de Saint-Andrew, pour ceux qui sont passionnés de géographie, voilà. Bon, et des endroits tout à fait charmants d'ailleurs, quand il fait beau. Bon, mais vraiment un coin perdu, hein, donc parce que c'était même pas dans un village, c'était vraiment dans une forme de lieu-dit, c'était très difficile à trouver, et bon, vraiment les policiers sont dans les moyens. D'ailleurs, ils ont dit à Vincent qu'ils avaient mis, je cite, les grands moyens pour le retrouver. Mais ce qui est incroyable et ce qui doit quand même être dénoncé dans cette affaire, et c'est sur quoi moi je voudrais insister, c'est le fait que l'auteur est visionniste et qu'il n'y a pas de loi en Grande-Bretagne contre... Exactement. Ouais. C'est-à-dire que quand on nous parle toujours d'état de droit, de respect de droit, à un point tel que quand il s'agit d'extrader un délinquant sexuel extrêmement dangereux, un terroriste qui met des bombes... là, on est un peu plus laxiste. Là, ça prend des mois, des années, même parfois c'est pour impossible. Ou quand il s'agit de défendre le moindre droit, même des immigrés clandestins qui a priori n'ont pas le droit d'être sur le sol national. Là, on prend les précautions les plus extrêmes, etc. On parle toujours avec un juridisme extrême à respecter, etc. Par contre, quand il s'agit d'un militant révisionniste, comme le disait le professeur Forisson, en matière de répression du révisionnisme, il n'y a ni foi, ni loi, ni droit. Et en effet, parce que il est absolument incroyable de considérer, et c'est ça qui devrait quand même choquer tous les amoureux de la liberté et les défenseurs du droit, le vrai, on n'entend pas Badinter qui parle toujours de l'état du droit, d'état de droit, on n'entend pas Amnesty International, on n'entend pas grand monde d'ailleurs. Au contraire, tout le monde se réjouit de la capture d'un homme tout à fait pacifique, calme, qui ne menaçait personne, qui ne faisait mal à personne, qui n'a jamais commis aucune violence, qui est un apôtre de la non-violence, qui est la gentillesse incarnée, même si on peut ne pas être d'accord avec toutes ses positions ou toute sa pensée, tout ça, ça c'est une autre question, la question n'est pas là. Mais c'est qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, on se doit croire pas avec toute ou partie de ses positions ou de sa pensée, ça n'a rien à voir. Toute injustice doit être dénoncée, toute infamie doit être dénoncée. Et là, en l'occurrence, il n'a commis aucun délit, a fortiori aucun crime, par rapport à la loi du Royaume-Uni. Il n'y a rien à lui reprocher ni de près ni de loin, ni de manière directe ou indirecte, concernant la législation qui prévaut aujourd'hui au Royaume-Uni, en Grande-Bretagne. Bon, donc, le fait qu'il ait été capturé, emprisonné, et qu'il y a une procédure d'extradition contre lui, dont on peut craindre, même si on peut toujours espérer un miracle, mais dont on peut craindre quand même qu'elle n'aboutisse, parce que j'ai quand même du mal à penser que les policiers qui l'ont capturé, les juges qui ont demandé, les juges britanniques, les juges écossais qui ont demandé cela, à la demande évidemment des autorités françaises, ils ne vont pas le relâcher comme ça. Pourquoi l'aurait-on capturé pour le relâcher quelques jours, quelques semaines après? Ils se disent qu'ils tiennent un bel animal. Ça n'aura guère de sens, quoi, je veux dire, de leur point de vue. Bon. Donc, en plus, il faudra voir si le fait de vouloir échapper comme ça à la police n'aggravera pas le... A priori non, j'ai demandé à des avocats. Après, si vous voulez, pas d'un point de vue strictement juridique, mais après c'est évident que s'il y a d'autres condamnations, ça peut peser, quoi, etc. S'il y a d'autres affaires, ou s'il fait opposition à ces affaires, elles sont rejugées, voilà, ça peut peser, mais pas au sens strict, pas de manière directe. Parce que là, il a officiellement 27 mois à purger, c'est ça? Avec la vidéo, c'est 2014. Alors, il y a 27 mois en tout, on va détailler tout ça. Vous en avez pour un moment, mes amis. Donc, je vous dirais donc, soyez patients. Sinon, vous pouvez aller, si vous en avez assez, sur la chaîne du masculiniste nietzschéen Julien Rochdy, à qui vous parlera du surhomme, des mâles alpha. Moi, je suis pas un mâle alpha, je suis un mâle bêta. Ouais, petit, des gens disent les bêta, le petit. Voilà. Bon, si vous voulez aller. Bon, bref. Mais si vous êtes patient, eh bien, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui vous parleront de Vincent Redouard, en tout cas pas de la façon dont je vais vous en parler moi. Il faut se préparer une petite tisane, un café. Dans les minutes qui viennent. Alors, il faut être clair dans tout cela. Bon, Vincent Redouard a quitté la France le 16 juin 2015. Il y a donc 7 ans, presque 7 ans et demi, voilà. Il aura gagné 7 ans quelque part. Bon, enfin, de liberté. De liberté. Mais de liberté relative, parce qu'on est toujours dans la crainte d'être pris, on ne sait pas n'importe où, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, finalement. Psychologiquement, ça peut être dur. Et si vous voulez, il a vraiment été recherché activement, semble-t-il, à partir des tags, ou du tag, puisqu'il n'y en a eu qu'un finalement, du tag sur le mémorial de Radour, dans la nuit, je crois, du 20 au 21 août 2022, non pas sur l'église, sur les archives historiques, mais sur le mémorial, ce qui n'est pas la même chose, je le précise bien, sur le centre de la mémoire de Radour, qui est d'ailleurs de fabrication récente, autour des années 2005, et où il était dit, je crois, de mémoire, Vincent Redouard a raison, menteur, etc., quand la vérité, voilà, quelques phrases de ce type. La police n'a jamais retrouvé l'auteur ou les auteurs de ce fait. C'est une initiative individuelle.
individuel ou petit groupe d'amis. Qui est très probablement individuel ou d'un petit groupe, très probablement, je n'en sais rien. Ce qui est étonnant qu'il ne les ait pas retrouvés, ça prouve que la personne ou les personnes qui ont fait ça ont été très habiles et très prudentes, parce que finalement, avec tous les moyens techniques, technologiques qu'ils ont aujourd'hui et tout ça, arriver à échapper, c'est pas forcément évident. Oui, ça a dû pas laisser de traces et le faire tardivement dans la nuit. Ne laisser aucune trace, c'est pas si simple que ça. Bon, enfin voilà. Bon, toujours faisait-il que, comme ils n'ont pas retrouvé, il faut qu'il y ait une victime expiatoire, en quelque sorte, un bouc émissaire, et donc, comme il y avait le nom de Vincent Renoir, voilà, il faut donner à la justice, à la police, aux médias et aux associations mémorielles de quoi nourrir leur haine, leur indignation, bon voilà. Et donc, l'impression que ça a accéléré la machine, tout ça. Ah bah c'est-à-dire, ils l'ont dit clairement. Le général Khellan, qui préside l'office de lutte contre les crimes contre l'humanité et contre les crimes de haine. Voilà. C'est un intitulé très long. Autrefois, les généraux gagnaient leurs galons, leurs étoiles sur les terrains de bataille, sur les champs de bataille. Voilà. Maintenant, c'est en dénichant des racistes, des révisionnistes. Maintenant, ils glanent leurs galons, ils glanent leurs étoiles grâce à Oradour sur Glane. Si vous me permettez ce calembour. Ce calembour, dont je suis sûr qu'il plaira à beaucoup de monde. Je ne suis pas sûr. Mais je veux dire, il n'y a rien de méchant, je veux dire, voilà. Mais je veux dire, voilà, donc il bénéficie de ces décorations indues, finalement, parce qu'ils sont les valets misérables et méprisables, finalement, de la police de la pensée. Voilà, c'est tout, je veux dire, c'est minable, quoi, je veux dire, c'est minable. Bon, voilà. Et donc, ça, c'est général de gendarmerie, quoi. Oui, voilà. Quand ce n'est pas directement dans les réseaux des loges. C'est pathétique, de toute façon, je pense qu'il ferait une belle carrière ici-bas. Après, dans le delà, ça sera autre chose. Bon, voilà, peut-être. Bon, voilà. Enfin, quoi qu'il en soit, donc, il a été poursuivi 2 ans, ce qui explique que quelques mois plus tard, des policiers aient frappé à la porte du précédent logement de Vincent Renoir dans le Grand Londres. Voilà, bon. Et donc là, il avait réussi à leur échapper, je dirais miraculeusement en quelque sorte. Il a gagné un an de plus finalement. Mais là, le 10 décembre 2022, le 10 novembre, pardon, 2022, là, cette fois-ci, malheureusement, il n'a pas réussi à leur échapper. Et donc, il est actuellement, à l'heure où je parle, à la prison d'Édimbourg, en Écosse, en attendant que la procédure d'extradition suive son cours. Alors, il y a une audience qui est prévue le jeudi 24 novembre. Mais vous savez, bon, je pense qu'avec son avocate écossaise commise d'office, ils essayent de se battre contre cette extradition. Il l'a refusé, il a dit clairement qu'il était contre. Donc, il veut peut-être gagner un petit peu de temps. Mais vous savez, j'en prenais un avocat ami français. Il me disait, vous savez, je ne serais pas surpris qu'il soit en France avant Noël. Hein, je veux dire, ou pour Noël. Hein, oui, ça peut aller assez vite. Et je vais vous donner un précédent. C'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il avait déjà été incarcéré en 2010-2011. À l'époque, il habitait à Bruxelles. Et donc, il avait été pris par les policiers le 9 juillet 2010. Pas me chercher sur les dates. Je cherche pas. Tu vas me trouver. Bon, le 9 juillet 2010, il avait cherché. C'était d'ailleurs scandaleux parce qu'il portait un bracelet électronique jusqu'au 25 juillet de cette même année. Et ils ont, pour être sûr qu'il soit là, parce qu'en bracelet électronique, on est en principe chez soi, chauffe les balkany, bon. Et donc ils l'ont pris le matin également. Hein, les policiers viennent tôt, quoique à Londres, ils étaient venus à 16h à l'heure du thé. Bon, et en l'occurrence, là, ils avaient demandé, alors évidemment, ils disent pas toujours toute la vérité, ils avaient dit de le suivre au commissariat pour signer des papiers, bon, à plusieurs. Bon, en général, quand des policiers viennent vous dire que c'est pas grave, c'est juste pour signer des papiers, en fait, c'était pour le mettre en prison. Et il a été dans la prison de Forest, dans la banlieue de Bruxelles, pendant 41 jours, hein, du 9 juillet au 19 août, et le 19 août, il a été extradé en France. Il était battu, lui aussi, à l'époque, ainsi que ses avocats, contre son extradition de la Belgique vers la France. Eh bien, en 40 jours, c'était fait. Alors vous me direz, bon, la Belgique faisait partie de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas du Royaume-Uni, mais bon, je suis pas sûr que ça prendra beaucoup plus de temps. J'espère de tout cœur me tromper, mais c'est vous dire que même à l'époque, ils avaient essayé en première instance, on appelle, ça avait été réglé à toute vitesse finalement, et en 40 jours, il était donc à la prison de Valenciennes, où il a purgé sa peine pendant près de 8 mois.
voilà, et il en est sorti que le 5 avril 2011. Bon, donc je crains malheureusement que dans la mesure où il s'assoit complètement sur le droit, sur tous les principes juridiques, qu'il soit extradé. Maintenant, s'il ne l'est pas, tant mieux. Et bien sûr qu'il faut toujours se battre jusqu'au bout comme des lions. Il n'est que les batailles que l'on mène pas et que l'on ne mène pas jusqu'au bout qui sont prévues d'avance, c'est évident. Donc il faut se battre, évidemment, mais il faut aussi quand même, je dirais, être réaliste. Ce serait un miracle. D'ailleurs, je lui ai brièvement au téléphone. Bon, lui-même n'y croit pas une seconde. Hein. Bon, voilà, il se battra, il se bat, mais je dirais, il fait tout pour, mais il sent que de toute façon, c'est un peu un jeu de cartes perdu d'avance. De toute façon, c'est toujours pareil. C'est le pot de terre contre le pot de fer. Hein. Par conséquent, de toute façon, compte tenu des moyens considérables et très dispendieux qu'ils ont utilisé pour le capturer, d'abord le repérer, le traquer, le capturer et l'incarcérer, pensez bien que c'est pas pour le libérer quelques jours ou quelques semaines après. Ça bon, ce sera un non-sens par rapport à tout ce qu'ils ont fait depuis 2 ans. Bon, voilà. Mais si vous voulez, moi j'étais convaincu de toute façon que quand il était allé au Royaume-Uni, que bon, il gagnerait quelques années. Je pensais même pas qu'il en gagnerait autant, la vérité. Je pensais qu'il gagnerait peut-être maximum de 3 ans, mais je pensais pas qu'il en gagnerait 7. Bon, mais c'est vous dire que même, et ça je pense que c'est quand même à noter, que même dans des pays où a priori il n'y a pas d'équivalent à la loi Fabius-Guessot, eh bien, et même si on est très prudent dans ses communications, dans sa façon de vivre, eh bien, puisqu'aujourd'hui il n'utilisait pas de crédit, de chéquier, il payait en liquide exclusivement le propriétaire de la chambre d'hôte, lequel était un peu étonné d'ailleurs de ça, etc. Mais comme c'était quelqu'un d'assez sympathique, qui ne posait pas trop de questions, on n'a pas posé de difficultés pendant les 11 mois où cela a duré. Mais si vous voulez, voilà, il prenait quasiment aucun risque, très sincèrement. Hein. Donc c'est vous dire que je crois que c'est une leçon à tirer. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit l'Elikra, pour s'en réjouir, car tous les blogs, sites communautaires s'en sont réjouis sans aucune réserve, et ils ont dit vraiment, avec l'esprit de vengeance qui les caractérise, que de toute façon, il ne fallait pas se faire d'illusions. Toute personne qui croit fuir la prison en allant à l'étranger, de toute façon sera capturé, retrouvé tôt ou tard. Hein. Et tout de suite, on pense à Boris Lelay, parce qu'il est au Japon. Bon, alors le Japon, c'est certes plus lointain que le Royaume-Uni, mais la police de la pensée est telle, et la France peut disposer quand même de moyens de pression considérables. On l'a vu sur la Malaisie avec Rémi Gaillet. Bon, même si le Japon n'est pas la Malaisie, mais enfin, il peut très bien servir de monnaie d'échange, si vous voulez, à un moment donné. Bon, par conséquent, je pense qu'il y a quand même un danger, peut-être pas forcément imminent ou immédiat, je n'en sais rien, mais en tout cas, l'idée selon laquelle, en allant à l'étranger, on est tranquille, je crois que c'est une erreur. Peut-être que si on cesse toute activité nationaliste, révisionniste ou dissidente, peut-être qu'effectivement, en étant très discret, en ne faisant plus rien, peut-être qu'on peut échapper. Et encore, ce n'est pas une certitude absolue. Mais il est évident que si on continue à être actif, comme les Vincent, comme les Boris Lelay, il est évident que les autres sont particulièrement agacés, remontés, et qui feront le nécessaire pour essayer de les capturer et leur faire rendre gorge. Voilà. Mais encore une fois, vraiment, moi ce qui me frappe, c'est de voir que quand vous lisez toutes les dépêches sur l'arrestation de Vincent, du Figaro à l'Humanité, c'est exactement la même chose. Hein, voilà. C'est le même discours, le négationniste, etc. Aucun ne s'interroge quand même sur le problème de droit qui se pose, alors qu'on le poserait même pour un pédocriminel. Hein. Un pédocriminel, on poserait le problème. Un terroriste qui a tué des centaines de personnes et qu'il faudrait extrader en France, il y aurait encore des gens, s'il y a des problèmes juridiques qui se posent, à les exposer, etc. Mais là, s'agissant d'un militant nationaliste qui n'a commis aucun crime, aucun délit, qui n'a jamais appelé, contrairement à ce qui est dit, et là je l'affirme clairement, ni à la haine ni à la violence. On peut être d'accord ou pas d'accord avec ses positions, avec ses conclusions, avec ses travaux. On devrait avoir la liberté d'être d'accord ou pas d'accord. Hein, bon, sur cette question-là, mais la question n'est pas là. La question, c'est qu'il est traité de manière ignominieuse, de manière injuste, et l'amour de la justice, la vraie charité, c'est de dénoncer les injustices et de manifester sa compassion, sa sympathie aux gens qui en sont victimes. Et d'ailleurs, je dois dire que de ce point de vue-là, il est regrettable que, contrairement à ce qui se faisait autrefois, où des clercs, des prélats, des monastères, des couvents recueillaient
des gens qui étaient en danger, non pas des criminels de droit commun, mais pour des raisons politiques, idéologiques, de tous les camps, sans interroger sur leurs convictions, leur passé, etc., mais simplement par souci de charité et pour les préserver de la vindicte, de vengeance, voilà, eh bien, ce qui se faisait encore pendant la guerre, ou même la libération, l'épuration, etc., aujourd'hui c'est inimaginable. Hein. C'est là où on voit quand même qu'on a régressé considérablement, non seulement dans le courage, hein, Solzhenitsyn dénonçait déjà le déclin du courage dans les Creux d'Arroir dans 75, ça n'est pas d'aujourd'hui, mais je dirais que c'est de pire en pire aujourd'hui, et je dirais même que, même dans notre camp, l'Argeau-Saint-Su, finalement, jusqu'à présent, bon, je ne vais pas faire du jugement téméraire, hein, on va voir ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, mais enfin on n'en parle quasiment pas. Je veux dire, quels sont les sites, quelles sont les personnalités qui ont dénoncé publiquement ce rapt, hein, il n'y a pas d'autre nom, de Vincent, de manière tout à fait illégale, immorale et juridiquement infondée. Hein. Voilà, qu'il a fait, quoi. On peut les compter sur le doigt de la main. Bon, voilà. Bon. Et donc, parce que vous disiez par le passé, il y avait une pétition de Blanc-Rue pour la liberté de recherche historique ou des choses comme ça. Absolument, il y avait une pétition il y avait plus de réactions, datée du 6 août 2010 que Blanc-Rue avait fait, qui avait été traduite d'ailleurs au moins dans une dizaine de langues, qui avait eu la signature de centaines et de centaines de personnalités, dont d'ailleurs pas simplement des personnalités du milieu, mais même quelques personnalités médiatiques. Même Monseigneur, entre guillemets, Jacques Gaillot avait signé, bon, après il a retiré sa signature, même Yann Moix, je crois. Enfin, après il a retiré sa signature, je crois aussi, mais enfin, et d'autres personnalités. Enfin, il avait réussi, Blanc-Rue, bon, il est vrai qu'il avait quelques contacts avec des gens de la télévision et du showbiz et tout cela, mais enfin, je veux dire, ce qu'il avait réussi à faire, ce qu'il avait fait il y a 12 ans, c'est inimaginable aujourd'hui. Déjà, quand Rissen a été incarcéré 10 ans plus tard en 2020, il y avait eu, je crois, aussi une pétition, ou en tous les cas des signatures pour sa libération de mémoire. Je crois que c'était passé par le site de 2R de mémoire. Mais il y avait déjà beaucoup moins de signatures qu'au moment de la pétition Blanc-Rue de 2010. Hein. Donc déjà, j'avais vu la dégradation. Mais là, c'est un silence sépulcral jusqu'à présent. Alors on va voir. C'est encore un petit peu tôt, voilà. Mais j'ai quand même pas le sentiment dans ce que je ressens, etc., dans ce que je vois sur les différents sites, les blogs, les réactions, même du milieu, c'est le silence total. Je vois pas Éric Zemmour qui va en parler. Non, ça c'est évident. C'est pas Reconquête, c'est pas voilà. Et donc je pense, si vous voulez, et je pense qu'en grande partie c'est parce que les gens ont peur, parce qu'il y a une telle hystérie sur ces questions et de telles menaces que les gens veulent essayer de sauver leur peau, sauver leur organisation, sauver leur blog, sauver leur publication, sauver leur structure, sauver leur personne, et finalement au détriment de la défense de la vérité, de la justice et de la liberté. Et ça c'est quand même grave parce que vous voyez, j'aurais juste dire un mot là-dessus un peu plus profond, un peu plus sérieux, c'est que vous voyez, lorsque on a lu le jour de la Toussaint les 8 béatitudes de l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 5, bon, la 8e c'est « Heureux ceux qui seront persécutés pour la justice », et il est évident que un chrétien doit défendre la justice et doit dénoncer l'injustice quelle qu'elle soit. Et dénoncer l'injustice, c'est dénoncer l'injustice qui peuvent toucher des gens qui sont même pas forcément chrétiens. En l'occurrence, Vincent a évolué de manière depuis une dizaine d'années sur le plan religieux et philosophique, une évolution que personnellement je déplore, je regrette, je désapprouve, mais c'est pas une raison, alors qu'il est victime aujourd'hui de persécution, de le laisser tomber. Hein, et de ne pas dénoncer cette injustice. C'est trop facile souvent parce qu'on n'a pas les mêmes idées de quelqu'un, ou parce qu'on ne l'aime pas pour telle ou telle chose, ou parce qu'il a commis une action ou fait une déclaration qui nous déplaît ou qui nous choque ou qu'on désapprouve, qu'on doit pouvoir, comment dirais-je, se soustraire à l'obligation de dénoncer une injustice. Hein. La vraie charité, c'est ça. D'ailleurs souvent, quand on récite l'acte de charité, parfois on le fait un peu machinalement en pensant à autre chose, mais la vraie charité, ça doit aller jusque-là. Ça doit même aller jusqu'à prendre des risques personnels, y compris parfois jusqu'à la privation de sa liberté, voire de sa vie dans des cas extrêmes, pour dénoncer des injustices et pour défendre la justice et la vérité. D'abord sur un plan religieux et moral évidemment, mais pas simplement. Hein. Et je crois que c'est quelque chose souvent qu'on oublie, même dans les milieux catholiques, etc. Le vrai christianisme, c'est ça. Voilà. On doit dénoncer toutes les formes d'injustice, et surtout quand elles sont publiques, quand elles sont majeures comme celle-là, et que personne ne les dénonce. Et si c'est risqué de les dénoncer, c'est précisément parce que l'injustice est peut-être particulièrement grande, particulièrement cruelle. Et moi, c'est la raison pour laquelle je ne vois pas en conscience comment je peux me taire par rapport à ça. Parce que se taire, en l'occurrence, objectivement, c'est se faire le complice de cette infamie, quoi, hein, de cette injustice. Encore une fois, il n'y a pas de loi anti-révisionniste en Grande-Bretagne, et d'autre part, jamais Vincent Renoir, quel que soit le jugement qu'on porte sur ses écrits, ses engagements, ses positions,
hein, eh bien, qu'il soit positif, négatif ou nuancé, hein, chacun doit être libre d'avoir son propre jugement là-dessus, quel que soit le jugement que l'on porte, c'est quelqu'un qui n'est absolument pas haineux, je le connais assez bien pour pouvoir le dire, je dirais même qu'il est très pacifiste, apôtre de la non-violence, que lorsqu'il est insulté, attaqué, diffamé, en général, il répond très courtoisement, il ne cherche pas à se venger. Par conséquent, le sort qui lui est fait est proprement scandaleux. Voilà. Parce que qu'est-ce qui lui est reproché, c'est une opinion. Alors on va dire oui, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Ben, si c'est un délit d'opinion. Voilà. Mais il est scandaleux qu'il y ait des délits d'opinion dans des pays qui sont censés défendre la liberté de l'esprit. Hein, où on parle toujours de pluralisme politique. Et il me semble que quand il s'agit de controverses historiques, de discussions historiques, la parole et l'écrit devraient être libres. Et en tous les cas, si on considère que ce qu'il dit, ce sont des bêtises absolues, bah, s'il fallait capturer tous les gens qui disent des bêtises, on n'en finirait pas. Hein. Et si ce sont des folies, là aussi, s'il fallait, je veux dire, prendre des moyens considérables pour aller capturer tous les faux, on n'en finirait pas. Et si en revanche, ce qu'il dit est vrai, ou ce qu'une partie de ce qu'il dit est vrai, c'est bien plus grave encore. Parce que ça veut dire qu'on est capable d'utiliser des moyens considérables et hors du commun pour essayer d'étouffer la vérité. D'autant plus que, bon, s'agissant de Vincent Renoir, il a très peu de suiveurs, il y a encore moins de révisionnistes au Royaume-Uni qu'en France, et il ne représente de fait une menace pour personne, mais simplement ce qu'il dit dérange un certain nombre de gens, et même si ça n'est qu'un chuchotement, même si ça n'est qu'un bourdonnement, eh bien, il faut l'écraser comme ils écrasent... Un bourdonnement insupportable. Voilà, il faut l'écraser comme ils écrasent les enfants palestiniens avec leurs chars, quoi, je veux dire, voilà, hein, voilà, sans pitié, sans problème de conscience, voilà, il faut que ce soit le calme, le silence de la mort. Ceux voilà. qui se plaignent des discours anti-immigration en Europe n'élèvent pas beaucoup la voix lorsqu'il s'agit du même problème de l'autre côté de la mer. Ça, c'est encore une autre question. Mais enfin, donc dénonciation totale de ce qui se passe. Et je dois dire que... moi je demande simplement aux gens de regarder ça, c'est que beaucoup de sites, de mouvements, de chaînes de radio, de télévision du milieu qui prétendent, qui affirment réinformer, défendre la liberté d'esprit, avoir une voix politiquement correcte, etc. Lorsque il y a un cas d'injustice totale, comme celui de Vincent Renoir, c'est silence radio. Silence radio de Radio Courtoisie, silence radio de TV Liberté, silence radio de Polémia, silence radio, enfin, je ne vais pas faire tous les sites, hein, je vais les citer quasiment tous, mais vous voyez, je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas parfois dire des choses intéressantes ou utiles, c'est pas la question, hein, je ne veux pas les diaboliser, mais c'est pas du tout ce que je veux dire, mais simplement, vous voyez leurs limites quand même, vous voyez leurs limites dans l'affaire, et c'est quand même problématique lorsqu'il y a une injustice grave sur un sujet quand même qui est essentiel, parce que qu'on le veuille ou non, la Shoah c'est la clé de voûte du système mondial, hein, il n'y a qu'à voir les lois qui sont prises un peu partout, hein, et c'est facile à démontrer. Eh bien, on voit très bien que quand on a des sujets qui commencent à être un petit peu vraiment dangereux, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne au balcon, ni au portillon. Voilà. Et je trouve que c'est très grave parce que si vous voulez, se taire, c'est quand même objectivement se faire le complice de cette persécution. Je veux dire, c'est évident. Je veux dire, le Christ a reproché à ses apôtres, au moment de la Passion, de n'avoir rien fait, et d'avoir fui même carrément. C'est ce qui est une faute grave. Dieu merci, ils se sont rattrapés par la suite, mais en soi, c'était une faute grave. Même si elle peut s'expliquer par la peur, tout ça. Moi, encore une fois, je ne dis pas ça pour diaboliser personne, ou pour mépriser qui que ce soit, on ne doit mépriser personne. Mais je dis simplement que si les choses vont de plus en plus mal, c'est aussi parce qu'il y a une lâcheté de plus en plus grande. C'est qu'on n'ose plus rien dire, et qu'on accepte une forme d'autocensure, et une acceptation du mensonge et de l'injustice, qui même dans nos milieux, qui est dramatique. Et c'est pourquoi on perd toutes les batailles, et c'est pourquoi on va toujours plus loin dans l'horreur, dans la barbarie des mœurs et des comportements, dans des choses absolument inouïes. Hein, voilà. Et je vous dis donc, vous évoquez à juste titre cette question de pétition de Blanc-Rouillon en 2010, en 12 ans, les choses se sont dégradées d'une manière absolument considérable.
Ouais, vous plaignez de l'absence de réaction, et simplement pour tenir au courant en plus. Oui, surtout quand on ne leur demandait pas de faire un manifeste révisionniste. En plus, il y a des articles internationaux, il y a même la BBC qui en a parlé, etc. On ne leur demandait pas de faire un manifeste révisionniste, on leur demandait simplement de donner l'information et de simplement au moins soulever le problème juridique que cela posait. Il n'y a pas d'incrimination de délit de révisionnisme au Royaume-Uni. Comment se fait-il qu'il ait pu être capturé? Comment est-il possible qu'il puisse être extradé? Voilà, c'est quelque chose d'inouï, quoi. On ne respecte pas on prétend des états de droit et on ne les respecte même pas sur des questions quand même majeures. Voilà. Au moins dire ça, même ça ils n'en sont pas capables, quoi. Parce qu'ils sont tétanisés dès qu'il est question du révisionnisme, de la question juive, de Radour-sur-Glane, ils sont de tout ce qui est lié de près ou de loin à la Seconde Guerre mondiale, à la mémoire, etc. Tétanisation complète, quoi. Voilà. Bon, c'est quand même dramatique, si vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez sauver dans ces conditions-là? Qu'est-ce qu'on peut sauver? Qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Non mais je dirais, le problème il est là, si vous voulez. Bon, c'est bien joli de jouer les métamorphes, etc. Bon, si on n'est pas capable, au moins de dire ça, je ne demande pas plus. Et même ça, voilà. J'avais déjà constaté, d'ailleurs, à la mort de Frisson, qu'il y avait très peu de gens qui avaient parlé de sa mort, etc. Mais c'est pire. En 4 ans, je crois que c'est encore pire. Ouais, il y avait eu Lecture française, il y avait quelques médias, mais pas tant. On verra, mais j'ai l'impression que, si vous voulez, c'est le toboggan, quoi. Il y a de moins en moins de publications qui en parlent. Et c'est quelque chose qui est dramatique, parce qu'il est évident que ça fragilise encore davantage ceux qui osent en parler. Puisque forcément, on se retrouve en première ligne, on est moins nombreux, alors même qu'encore une fois, moi je le répète dans cette affaire, c'est une question de principe. Voilà, une question de principe. On peut penser ce qu'on veut de l'ennemi ne peut pas trop taper partout en même temps, etc. Donc c'est sûr que ça fait plus bouclier en plus, s'il y a plus de voix qui s'élèvent de partout. C'est évident. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas compter ni sur Reconquête, ni sur le Rassemblement National, mais sur aucun autre parti populiste en Europe ou ailleurs pour oser dénoncer ça. Hein. Voilà, il faut quand même voir à quel point on ne cesse de reculer. Il faut voir quand même la gravité de la situation. Alors je dis pas ça pour désespérer les gens. Il faut quand même se battre, il faut résister. Voilà, je dis pas ça du tout dans un but. Oui, vous faites un constat froid. Mais il faut quand même constater les choses telles qu'elles sont. Alors vous disiez effectivement que son arrestation a fait la une de la presse écossaise, de la presse britannique, c'est exact. J'ai été un peu surpris d'ailleurs de ça, parce que en général c'est vrai qu'ils font ça plutôt en catimini. C'est plutôt silencieux. Je pense que c'est parce que quelque part titré sur un néo-nazi qui a été arrêté, capturé pour faire peur un petit peu aux petits enfants. Etc. pour démontrer qu'on est très bien dans les régimes actuels, en démocratie, tout ça. Oui. Je pense qu'il y a un peu de ça. Ça mange pas de pain. Voilà, je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a un côté aussi un peu insolite, etc. Voilà. Donc je pense qu'il y a un peu de ça. Voilà. Bon, mais en tous les cas, moi, ce qui me frappe dans toutes ces dépêches, c'est qu'elles se recopient les unes les autres et qu'il n'y a aucune réflexion de fond. Quand on connaît un peu le sujet, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'erreurs et d'approximations, même des choses complètement fausses qui sont dites. Bon, voilà. Mais bon, encore une fois, c'est l'unanimité dans l'exécration de Vincent Renoir. Je vois des sites communautaires qui vraiment, je cite, le traitent d'ordure, de salaud. Remarquez, moi aussi j'ai le droit à ce genre de qualificatif. Remarquez, plus on est attaqué, plus ça veut dire peut-être qu'on dit un certain nombre de vérités qu'on va dans le bon sens. Mais en tout cas, eux ont tous les droits, ont tous les droits de salir leur adversaire, de les animaliser. Moi j'ai vu d'ailleurs que sur un site, je crois Vigilance Anti-Nazie, etc., ils ont demandé pour ma part que je sois incarcéré, que le journal soit interdit et que j'ai des conditions de détention les plus épouvantables possibles, quoi. Voilà, ouais. Donc vous voyez, je pense que se cachent pas d'être des bourreaux, quoi. Voilà, s'ils pouvaient rétablir la peine de mort ou la détention perpétuelle ou le bagne à Cayenne. Je pense qu'il le ferait, quoi. Voilà. Donc, moi simplement, ce que je souhaite dans ce cas-là, c'est de ne pas avoir des oranges de Jaffa. Mais c'est tout. Vous pouvez peut-être parler un peu brièvement aussi des derniers procès auxquels vous avez dû faire face, je pense au mois d'octobre notamment. Oui, j'en parlais, je voulais dire peut-être un mot peut-être de notre ami René Bercla, exact, oui, directeur du Continent. Voilà, directeur du Courrier du Continent, qui faisait, outre cette revue mensuelle qui existe sans discontinuité depuis 1946, qui a été fondée par le Suisse Amod Ruse, décédé d'ailleurs quelques semaines près, juste avant Robert Frisson, à l'automne 2018. Et en effet, le 14 octobre, les policiers sont venus chez lui, à son domicile personnel, et ils ont perquisitionné son domicile et séquestré et pris et mis sous scellé son ordinateur, de telle manière qu'il ne peut plus faire
dépêches très intéressantes, très documentées, qu'il faisait sous le nom de Bocage Info, et qui... au courant de l'actualité révisionniste internationale, entre autres, même ouais, surtout. Oui. Exactement, voilà, c'est ça. Ouais. Et on apprenait beaucoup de choses, très intéressantes, très fouillées. Et donc, il ne peut plus faire ça, et il a dû réduire le Courrier du Continent, qui je crois qu'il fait 16 pages à 4 pages, pour le moment, voilà. Et tout cela à la suite d'une plainte de la CICAD, je crois que une coordination contre la diffamation antisémitiste, c'est toujours ce genre d'associations qui sont un peu partout, qui pullulent dans les différents pays d'Occident, et qui en fait avait utilisé une ruse, c'est-à-dire que l'un de ses membres dirigeants, sous un pseudonyme, sous un faux nom, s'était abonné à Courrier du Continent en donnant une adresse discrète peu connue de la CICAD, ce qui a trompé notre ami, et en disant du bien d'ailleurs de la revue, qui faisait un travail formidable, tout cela, dans un courrier électronique. Et finalement, il a profité de la lecture du bulletin chaque mois pour essayer de trouver des choses qui soient passibles des tribunaux helvétiques, ce qu'il a réussi à obtenir, toujours au nom de passages prétendument haineux. Et donc c'est dans ce cadre, il y aura sûrement un procès d'ailleurs, c'est dans ce cadre donc, que l'ordinateur de René Lubercla a été pris. Voilà. Donc c'est vous dire que ça frappe fort, hein, ça tombe comme gravelotte en ce moment, et donc la répression ne cesse de s'aggraver considérablement. Voilà. Alors pour mes procès, écoutez, c'est une actualité permanente, si j'ose dire, perpétuelle, puisque lorsqu'un procès est terminé, souvent il y en a un autre qui commence, puisque de toute façon, toute une série d'associations ne se cache pas d'essayer de multiplier contre moi et contre Rivarol les poursuites, les plaintes, de telle manière que je sois condamné et si possible incarcéré. Voilà. Donc pour l'instant, ils n'y ont pas encore réussi. Puisque les deux dernières condamnations, j'ai été relaxé, les deux derniers jugements, pardon, pour l'un j'ai été relaxé, pour l'autre j'ai été condamné à 2000 € d'amende sous forme de jours amende, que je suis d'ailleurs en train de régler, et voilà, donc on en est là, y compris, c'est d'ailleurs pour essentiellement pour les vidéos que nous faisons tous les deux, mais moi je dois dire que dans ce cas-là je vais devant le tribunal, je me défends de manière très respectueuse, ce qui est normal vis-à-vis du tribunal, et je tiens le même discours que je tiens ici, en m'expliquant, je crois de manière claire, me semble-t-il, pédagogue, didactique, en disant les choses telles qu'elles sont. Et je pense que des magistrats, s'ils sont objectifs et sans a priori, peuvent se rendre compte quand même que très objectivement, il n'y a aucune haine en moi, et qu'on puisse être d'accord ou pas d'accord avec mes positions, mes déclarations, les lignes politiques et éditoriales que je défends, eh bien, ça n'est pas délictuel, hein, et encore moins criminel. Voilà, donc bon, il faut se battre systématiquement. Bon, ce sont des difficultés qui nous sont faites, mais il faut essayer de les surmonter. Les unes après les autres. Voilà. Donc, écoutez, on continue le combat. Voilà. Moi, ce qui m'importe, si vous voulez, c'est d'essayer très humblement, très modestement, de servir à la vérité, de dire la vérité. Ça peut paraître un peu présomptueux de dire ça, mais il me semble que quand même notre but sur Terre, c'est quand même très, très humblement d'être au service de la recherche, de la vérité, et cette vérité de la dire, sinon ça n'a pas de sens, et de dénoncer les mensonges, les injustices et tout ça, dont la Ferté Noire. Donc nous allons passer un petit peu d'actualité nationale aussi. Nous avons notamment le crime horrible perpétré contre Lola. Si vous pouvez en toucher un mot, ça nous fera penser aussi un petit peu à ce que l'on a dit, des problèmes juridiques qui d'un seul coup sont laxistes. Quand ils le veulent, et quand ils ne le veulent pas, ils ne le sont pas. Il faut noter que cette jeune Algérienne de 24 ans, la meurtrière, dont on peut d'ailleurs douter qu'elle ait agi seule, parce que bon, qu'une femme de 24 ans puisse violer une jeune fille de 12 ans, la martyriser, boire son sang, multiplier les sévices seule. Oui, parce qu'une enfant de 12 ans, ça peut quand même se débattre, quand même, etc. C'est quand même peu crédible qu'elle n'ait pas eu quand même des complices, hein, probablement masculins d'ailleurs, enfin, ou en tout cas d'autres complices adultes. On peut le supposer. On verra si l'enquête permet de le démontrer, si tant est que l'enquête aboutisse, ait lieu et qu'on en connaisse les conclusions. Mais cette affaire est absolument effrayante de bout en bout. J'ai déjà eu l'occasion de dire que lorsque j'étais encore enfant, en 1984, l'affaire Grégory avait tétanisé la France pendant des mois entiers.
compliqué parce que c'était une des premières fois qu'un enfant était assassiné dans des conditions en plus assez atroces, puisqu'il semble qu'il s'agissait d'une vengeance familiale avec la présence de lettres anonymes, de corbeaux, un juge d'instruction qui de surcroît n'avait pas été à la hauteur, des rebondissements sordides à n'en plus finir. Bon. Mais le fait que l'on puisse froidement, même par vengeance familiale, mettre à mort un enfant avait à juste titre bouleversé toute la France, bien. Et ça avait fait la une, je me rappelle, des journaux imprimés et télévisés des semaines entières. Bon, aujourd'hui, là c'était plutôt non à la récupération. Oui, on était d'extrême droite si on en parlait. Tout à fait, tout à fait. Donc c'était assez spécial. Et aujourd'hui, c'était quand même été rapide. Et d'ailleurs, même quand il y a des enlèvements d'enfants, des séquestrations, etc., ça ne fait même plus forcément la une des journaux télévisés et imprimés, tellement malheureusement c'est devenu courant et banal. Hein, voilà. Et donc c'est dire à quel point les choses sont aggravées. Et je pense qu'il y a ça plusieurs raisons. Mais je pense que déjà la légalisation et la massification et la banalisation de l'avortement d'une part et de la pornographie d'autre part ont fortement désacralisé l'enfance et l'enfant. C'est évident. Hein, ça c'est évident. Comment voulez-vous qu'à partir du moment où des mères peuvent comment dirais-je, tuer froidement le fruit de leurs entrailles, comment voulez-vous que ça n'ait pas des conséquences, quoi. Sur les enfants qui sont en quelque sorte survivants, c'est-à-dire qui ne sont pas avortés, qui naissent, etc. Voilà. Donc je pense qu'il y a quand même cela qui joue énormément. Après, il est évident que dans le cas précis, effectivement, comme hélas bien souvent dans ce genre de crime, la question de l'immigration est évidemment centrale, puisqu'il s'agit d'une Algérienne qui en plus n'était pas, comme quasiment dans tous les cas, hein, dans ces crimes affreux, en situation régulière, qu'elle était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, qui n'était pas exécutée. Un rapport du Sénat a démontré que 94% des obligations de quitter le territoire français n'étaient pas appliquées, n'étaient pas exécutées. Et d'ailleurs, dans l'actualité, surtout bon, après on a plus fait attention à ça pendant quelques jours, on s'est aperçu que tous les jours quasiment il y avait des délits ou des crimes particulièrement affreux ou sordide, commis justement par des étrangers sous l'astreinte de quitter le territoire qui ne l'avait pas quitté. Notamment un Algérien qui 2 jours après, à 2 h du matin, était en train de violer une jeune femme en lui disant comment dirais-je, tu venais de te violer ou sinon je te tue. Hein, et c'est à 2 h du matin devant une femme moitié dénudée déjà que la BAC a réussi à interrompre ce crime. Voilà. Hein, bon, et on s'est aperçu que c'était un Algérien qui non seulement était positif à l'alcool et à la drogue, mais qu'il était également sous obligation de quitter le territoire français. Et il y a plein d'autres cas comme cela. Donc il est certain que l'immigration, par le déracinement qu'elle implique, par le fait aussi que vous avez toute une série de gens qui sont, comment dirais-je, dérangés psychiquement. Alors il y en a aussi parmi les Français, c'est évident. Puis elle est massive aussi, et puis on les élève un peu dans la haine du pays. Il y a ça aussi, il y a ça aussi. Et puis il y a aussi quand même, dans le cas qui nous occupe, etc., d'après les éléments dont on dispose, tout laisse à penser que c'est quand même un crime sataniste, hein, de magie noire, de satanisme. Il y a beaucoup de magie noire en Afrique noire, mais également en Afrique du Nord, et il est évident que cette jeune fille blonde, tout ça, dans quelle mesure elle n'a pas été prise dans une forme de rituel magique macabre et criminel, tout le laisse à penser, puisqu'il y a eu des inscriptions sur ses pieds. La criminelle s'est vantée d'avoir bu goulûment 1 litre de son sang, 1 litre de fer. C'est fou, quoi. Je veux dire, bon, utiliser, je crois, des jets contondants pour la violer, pour la massacrer, je veux dire, pour l'asphyxier, ou elle a fini d'ailleurs dans une sinistre malle. Je veux dire, bon, voilà, je veux dire, c'est absolument effrayant. Donc tout laisse à penser, si vous voulez, d'après les éléments dont on dispose, qu'il s'agit d'un crime satanique. Et je dois dire que la publicité qui est faite depuis un certain nombre d'années de plus en plus à la sorcellerie, même y compris sur une sorcellerie qu'on prétend sans danger comme Harry Potter, etc. Hein. Et là, je suis désolé, c'est quand même très mauvais, je veux dire, parce qu'il y a même des enfants qui se gavent de ça, après ils veulent devenir petits sorciers, et je dis pas parmi tous, mais parmi un certain nombre d'entre eux, bah, finalement, ils commencent par mettre des hôtels, faire des invocations, ils pensent peut-être que c'est pas grave, mais Satan, quand on l'appelle, il vient. Hein, il vient. Et si vous voulez, ça a quelque chose de profondément malsain, et ça c'est quelque chose, je veux dire, qui est de plus en plus répandu. Oui, ça va avec Halloween aussi, d'ailleurs. Tout à fait, c'est la même chose. Voilà. De toute façon, comme le disait très bien Chesterton, écrivain catholique du XIXe siècle, chasser le surnaturel, il ne reste plus que ce qui n'est pas naturel, quoi, voilà. Et Dostoïevski, l'écrivain russe, le dit autrement, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Hein. Donc il est bien évident qu'à partir du moment où il n'y a plus de repères familiaux, moraux et spirituels... Puis les gens ont besoin quand même d'une direction surnaturelle, si bien
Dans ce cas-là, elle est prêtre naturel, voilà. Mais il est évident que, voilà, à partir du moment où on chasse le surnaturel, il y a le prêtre naturel, il y a ce qui est plus naturel, voilà. Donc des crimes de plus en plus affreux comme ça arrivera de plus en plus. Et vous remarquerez qu'il y a de plus en plus maintenant, moi ça me frappe dans les faits divers, des assassinats absolument effrayants commis par des femmes, ce qui était naguère tout à fait exceptionnel dans les annales, exceptionnel. Et c'est de plus en plus fréquent, mais vraiment des crimes affreux avec un sadisme, une perversité, des actes de torture, etc. Absolument effrayants. Je crois que notre collaborateur Henri de Farsan a fait un article récemment où il relatait ces derniers mois quelques crimes particulièrement abjects et effrayants commis près des femmes, exclusivement près des femmes. J'en étais stupéfait, y compris des émasculations, enfin des choses effrayantes, quoi. Bon. Et donc, si vous voulez, ça aussi, ça témoigne d'une aggravation, d'une barbarie des mœurs et des comportements, d'une aggravation quand même de l'état mental, moral du corps social, finalement. Voilà. Et du chaos et de l'anarchie dans lequel nous vivons de plus en plus. C'est certain que la société telle qu'elle se dessine sous nos yeux, telle qu'elle se décompose, n'est évidemment pas belle à voir. Petite question, on dira provocatrice, mais non, c'est juste pour s'imaginer un petit peu, si Lola avait été juive, que se serait-il passé médiatiquement D'abord, ça aurait fait le 20h pendant des semaines entières. Le président de la République aurait fait une déclaration solennelle à la télévision. Les principaux ministres seraient rendus sur le lieu du crime. Et la sorcière algérienne aurait été pendue en place publique. Il y aurait eu des lois d'exception qui auraient été immédiatement votées, etc. Tout de suite, on aurait crié à l'antisémitisme, sans même que l'enquête ait commencé, sans même qu'on sache quoi que ce soit. Il y aurait eu des séances d'exorcisme public. Bon, voilà. Donc c'est sûr que il est évident que quand il s'agit effectivement d'une Française de souche, qui plus est, je crois, d'un milieu populaire, évidemment, ça ne compte pas pour grand-chose. C'est ça, elle est blonde. Ça compte guère plus qu'un Palestinien. Et donc, autre affaire, bon, encore plus ou moins liée à l'immigration, enfin aussi carrément, à l'Assemblée nationale, M. Fournas qui avait tenu le propos donc qu'il retourne en Afrique, au pluriel a priori, et les médias ont voulu absolument centrer la chose sur, la phrase était au singulier, donc il parlait du député en question, qui était d'origine africaine. Oui, en réalité, il paraît très improbable qu'il ait pu parler du député en question, parce que dans ce cas-là, il aurait dit retour en Afrique ou retourner en Afrique. On ne parle pas à la troisième personne, en général, sauf peut-être si on s'adresse à un roi. Oui, à moins qu'il ait utilisé un vouvoiement un peu spécial. Voilà, je n'en sais rien. Enfin, a priori, on peut supposer quand même qu'il s'adressait aux bateaux de migrants ou aux migrants. Bon, tout cela a fait un pataquès du diable. À un moment, d'ailleurs, soit dit en passant, Gaza a été bombardée, comme elle l'est régulièrement, sans que là, ça... on a les mêmes, les Ciotti, on les a pas entendus. Voilà, tout à fait. Et au moment où le gouvernement, la majorité la plus extrémiste, la plus anti-palestinienne de l'histoire était élue à la Knesset, avec de nouveau le retour de l'abominable Netanyahou, je veux dire, et de ces milices d'extrême droite, mais là, comme c'est l'extrême droite cachère, je veux dire, c'est très bien, il n'y a rien à en dire, voilà, qui sont pour chasser de tous les Arabes, tous les Palestiniens, les maltraiter, les liquider d'une manière ou d'une autre. Ça, par contre, ça pose aucun problème, je veux dire, puisque bon, c'est Israël über alles. Bon, voilà. Sauf que là, voilà, c'était juste uniquement des propos, si j'ose dire. Voilà. Alors là, en l'occurrence, effectivement, on a fait toute une histoire. C'est une manipulation médiatique absolument hallucinante. J'ai été surpris que Marine Le Pen n'exclue pas son député, parce que dans la logique de diabolisation et de normalisation qui est la sienne depuis 20 ans, c'était logique. Je sais qu'elle était très en colère, je crois qu'elle l'a traité, pardon pour l'expression, de con. Elle a redressé les bretelles de ses députés assez longuement. Je crois qu'elle était très en colère. D'ailleurs, dans la séance qui a décidé de la sanction qui devait être prise contre les députés, elle a même pas resté jusqu'au bout pour défendre son député. Elle en est sortie avant, probablement pour tirer sur sa cigarette. Bon, mais en l'occurrence... Oui, il n'avait pas d'excuses à présenter, tout ça. En l'occurrence, on peut quand même pas dire qu'elle est spécialement défendue. Bon, voilà. Mais je m'attendais à pire de sa part, cela dit, mais je pense que c'était peut-être difficile vis-à-vis des militants, vis-à-vis d'autres députés. Vous êtes le président, un groupe de 89 députés, commençait déjà à en perdre un. Bon, c'était difficile. Et puis vis-à-vis de la base militante, ça aurait été compliqué, quoi, voilà. Donc elle a fait le service minimum, même plus que minimum. Puis en plus, il demande l'application du droit avec une telle phrase. Je vais venir là-dessus. C'est vrai que là aussi, le droit... je vais venir là-dessus. Mais là encore, si vous voulez, je veux dire qu'il ait été condamné
alors évidemment, par rapport à Vincent Renoir, c'est rien du tout, mais enfin qu'il était condamné quand même à 15 jours d'interdiction des travées de l'Assemblée nationale et 2 mois. C'était la peine maximale. Et 2 mois. Ça arrivé 2 fois, c'est la deuxième fois. Oui, l'autre, c'était un député communiste qui avait tapé voilà. Mais il y avait une violence, lui, quand même. C'est ça, oui, c'est quand même différent. Voilà. Et 2 mois d'une diminution de moitié, de réduction de moitié de son indemnité parlementaire mensuelle. Voilà, pendant 2 mois. Bon, voilà. Bon, ce qui est le maximum, voilà, de la peine prévue par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Bon, mais c'est hallucinant, si vous voulez. D'autant que traditionnellement, les députés disposent d'une certaine immunité de parole. Dans toute l'histoire des républiques, combien de noms d'oiseaux se sont échangés. Bon, ils sont là quand même pour exprimer les positions de leurs mandants. Et en principe, dans les querelles parlementaires, où il y a beaucoup de théâtre d'ailleurs, la comédie parlementaire, bon, la tradition veut quand même qu'on laisse une grande liberté quand même de parole et d'expression aux différents groupes parlementaires et aux différentes personnalités qui sont élues à l'Assemblée nationale, et par conséquent, pour une phrase qui en plus n'avait rien de redurier, n'avait rien d'insultant. C'est quelque chose quand même qui était hallucinant, d'autant que, comme vous le dites très justement, et c'est ça sur quoi il faut insister, là encore, vous voyez, c'est un peu comme pour Renoir, on bafoue le droit également. En l'occurrence, il ne s'agit même pas d'une immigration légale, il s'agit exclusivement d'une immigration illégale, d'une immigration clandestine. Parce que de quoi parle-t-on? On parle de bateaux de clandestins avec des passeurs qui profitent de cela pour s'enrichir. Ce sont sans doute les premiers escrocs de l'affaire. Voilà, et pour envahir les pays européens. Bon, c'est un trafic humain absolument scandaleux. Bon, et il doit évidemment être dénoncé, mais qu'il retourne en Afrique, que le bateau retourne en Afrique, que ça s'adresse au singulier, le bateau, ou au pluriel, ceux qui sont à l'intérieur du bateau, c'est-à-dire les migrants en situation irrégulière. De toute façon, tous les programmes politiques officiels de la droite du gouvernement jusqu'à la gauche du gouvernement sont officiellement contre l'immigration clandestine. Il n'est que l'extrême gauche et les Verts qui en général sont pour la porte ouverte à toutes les formes d'immigration, y compris clandestine. Mais donc eux, à la rigueur, qu'ils soient pour l'immigration clandestine, ils sont en cohérence avec eux-mêmes. Mais s'agissant des partis au gouvernement et des partis dans l'opposition de droite et du centre, c'est hallucinant. Oui, c'est la position majoritaire, voilà, en fait. C'est hallucinant qu'ils aient crié, qu'ils aient multiplié les cris d'orfraie. Ce qui prouve bien d'ailleurs ce C'est vraiment pour nous faire comprendre qu'on n'a pas trop le droit. D'abord, il y avait un côté politicien aussi, etc., pour essayer d'accabler un parti, etc. Oui. Mais au-delà de ça, vous avez tout à fait raison, c'est beaucoup plus grave encore, c'est qu'en réalité, il s'agit effectivement. Ça montre que finalement, ils sont pour l'immigration, même clandestine, et qu'ils sont tous des agents actifs et subversifs de la submersion du pays. C'est tout, tous autant qu'ils sont, tous les partis autant qu'ils sont. Oui. C'est tout, je veux dire, c'est aussi simple que ça, voilà. Et que quand on parle d'immigration clandestine, c'est pour essayer de faire croire aux électeurs qui majoritairement sont contre l'immigration, qui trouvent qu'il y a trop d'étrangers en France, et avec tous les problèmes que cela implique, eh bien, c'est pour leur faire croire que finalement on les a écoutés, on les a compris, et qu'on est quand même au moins en partie d'accord avec eux, et qu'on va essayer d'agir et tout ça, alors qu'en réalité, c'est un mensonge éhonté. Ça a toujours été comme ça, hein, ça fait un demi-siècle que ça dure. Je me rappelle un reportage sur TF1, je crois qu'il s'appelait Le droit de savoir, il y a 30 ans, qui était bien fait, dire pour une fois, où il démontrait que de toute façon, même l'immigration clandestine, personne ou presque n'était renvoyé aux frontières finalement, ou dans les avions, etc. Donc même lorsque les immigrés clandestins, une fois qu'ils étaient arrivés en France, ils ne repartaient quasiment jamais, sauf rare exception. Donc il disait finalement, c'est une imposture, quand on parle de lutte contre l'immigration clandestine, voilà, simplement avec des faits, un reportage qui était vraiment très bien fait, je crois en 91, dans Le droit de savoir. Bon, eh bien, les choses n'ont pas changé depuis, bien au contraire, elles ne sont pas améliorées. On fait face à un droit du sol radical, où poser le pied sur le sol, ça y est, exactement, ça naturalise un exactement. peu. Mais là, ils sont même pas sur le droit du sol, ils sont même pas encore arrivés au sol, ils sont même pas arrivés en France, que dire qu'ils retournent de là où ils viennent, c'est déjà un crime, quoi. Alors que ce sont des immigrés clandestins, ce sont pas des immigrés qui ont été demandés, hein, pour des raisons économiques ou autres, qui auraient été demandés par la France, et qui seraient des immigrés, là pour le coup, en situation légale, attendus, une immigration de travail en France, une immigration de travail, voilà. Là, ce serait évidemment différent. Là, c'est une immigration illégale, parce que personne ne conteste. Et donc, ça veut dire que l'immigration illégale, clandestine, on n'a plus le droit de la combattre
Voilà. Donc il ne s'agit pas de maltraiter ces pauvres gens, il s'agit simplement de ne pas participer à ces manipulations politico-médiatiques avec les passeurs qui participent à la submersion de notre pays. Parce qu'il faut bien comprendre, je le dis souvent, je le répète très brièvement, parce que finalement la pédagogie, ce n'est qu'une répétition. Bon, eh bien, on est la victime à la fois en externe de la submersion migratoire, qui sert aussi à nous détruire, à nous submerger, à nous remplacer, à nous détruire, et de l'intérieur, la subversion, avec tout ce qui est lobby LGBT, les transgenres, l'avortement de masse, la pornographie de masse, la contraception de masse, l'immoralité de masse, etc. Voilà. Donc si vous voulez, c'est l'addition des deux qui détruit un peuple, une patrie, une civilisation. C'est aussi simple que ça. Et c'est exactement ce qu'on assiste de manière accélérée, de manière radicale, ces dernières décennies, ces dernières années. Et on voit très bien que là, ils accélèrent. Donc ils accélèrent à la fois le processus d'invasion, de submersion, de subversion, les transgenres à l'école, on en parle souvent, etc. C'est horrible. Bon voilà. Et aussi sur ce que l'on a droit de dire. Et aussi, ça va ensemble. Ils accélèrent la répression contre ceux qui s'opposent à cela, même verbalement. Le simple fait de dénoncer cela, même en le faisant de manière, j'allais dire courtoise, civilisée, polie, etc., mais de manière ferme, eh bien rien que le fait de le faire, même sous la forme de cette expression qui est la forme d'un souhait, un subjonctif présent. Qu'il retourne en Afrique. Bon, il l'a dit un peu durement, mais bon, c'est un peu l'objet à l'Assemblée nationale. Oui, c'est souvent un peu comme ça. Un peu ramassé, un peu percutante, voilà. Bon, voilà. Eh bien, cela, c'est considéré quasiment comme un crime de la pensée, vous voyez. Et donc, on voit très bien que la répression contre les opposants, et même des opposants aussi modérés, oui, que ce député du Rassemblement national, eh bien, finalement, elles sont dans le viseur de la police de la pensée, des différents gouvernements européens, et c'est là qu'on voit, et je voudrais quand même insister là-dessus une seconde, qu'ils ne sont là que pour nous détruire. Il faut bien comprendre qu'on a des gouvernements successifs, et c'est vrai dans tous les pays occidentaux, quasiment, qui sont là, en l'occurrence, non pas pour servir le bien commun, l'intérêt général, la défense du peuple et de la patrie, mais au contraire pour la détruire, pour nous détruire. C'est quelque chose d'ahurissant, d'inouï, de stupéfiant, qui donne le vertige, et c'est pourtant ce qu'il en est. Si on regarde les choses en face, objectivement, froidement, c'est la réalité. Plus les choses avancent, plus c'est d'une évidence criante, manifeste. Ça marche aussi parce que ce sont des gens qui détestent ce qu'ils sont, leur race, leur civilisation, etc. Il y a également aussi la communauté. Non, mais il y a ça, puis il y a aussi le fait qu'ils obéissent à un certain nombre de directives des grandes organisations internationales. C'est-à-dire que si on va dans ce sens-là, on n'est pas élu, c'est-à-dire qu'il faut appliquer les directives de l'ONU, qui depuis les années 90 a émis des rapports demandant l'arrivée de dizaines de millions d'immigrés en Europe, c'est même public. Donc quand on parle de complot, c'est un complot, c'est une conjuration à ciel ouvert, puisqu'on peut retrouver les rapports, rapports de l'ONU, du Conseil de l'Europe, etc. Bon voilà, je veux dire, c'est très clair, c'est public tout ça. Et pour tout ce qui est LGBT et tout ça, le lobby LGBT n'aura aucun poids s'il n'était pas soutenu par les organisations internationales, par l'ONU, par les différents gouvernements, par toute une série d'organisations, d'ONG, etc. C'est évident, je veux dire, et c'est facile à démontrer, ça, par Soros, par tout cela. Ouais, c'est même lors des Jeux Olympiques, ils font pression sur le Qatar pour qu'ils acceptent certains symboles, etc. Donc c'est vraiment une croisade internationale qui bénéficie des gros soutiens du monde occidental. Tout à fait, parce que là bon, je ne suis pas un admirateur du Qatar, mais dans son faux, mais là en l'occurrence le Qatar a raison sur cette question-là. Il est tout à fait normal de défendre les bonnes mœurs. Et je vois pas pourquoi pour un match de football des couples saphiques ou sodomites devraient s'afficher de manière ostentatoire, ou devraient afficher des colifichets vantant leur mœurs contre nature. Bon, voilà, donc il y a quand même un souci de décence et de pudeur, qui malheureusement est le plus court chez nous, et je pense que la mode et la massification des émissions de télé-réalité a beaucoup joué dans la vulgarité générale dans la période de la pudeur. Ça, je suis frappé quand je vois, je crois que je l'ai raconté, un jour je regarde très rarement la télévision, mais ça m'étrait parfois des chaînes de temps en temps pour des chaînes d'information. Les gens se mettent en scène et ça marche bien. J'étais tombé, je crois que c'était en plein milieu d'après-midi, donc à une heure de grande écoute sur une émission, je crois, où il était question, le sujet, c'est vous dire, je dirais des femmes qui intervenaient, des femmes enceintes, c'était marqué femmes enceintes qui plaquent tout pour aller avec une autre femme. Donc elles étaient enceintes en principe d'un homme, et elles plaquaient tout, elles se vantaient de ça, quoi. Et l'émission était là-dessus. Vous vous rendez compte, je veux dire, à une heure de grande écoute. Voilà où on en est. C'était inimaginable il y a encore quelques années, a fortiori quelques décennies. Voilà où on en est. Et on ira encore plus loin dans l'horreur. Je veux dire,
moi je vous dis franchement, on n'a encore rien vu. Hein, bon. Et bientôt, on va voir dans quelques mois l'euthanasie. Ça va être l'euthanasie de masse. Ça va être quelque chose d'effrayant. Déjà, moi, j'avais pas tellement envie d'aller dans les hôpitaux, mais là, avec l'euthanasie, etc., la seringue létale. Mais ça serait bien qu'ils rétablissent le pass à la limite. C'est quelque chose d'assez effrayant. Hein, bon, voilà. Et là aussi, ça participe, c'est-à-dire que d'un côté, on tue la vie près les debout, les bébés avortés, les vieillards euthanasiés, et pas simplement les vieillards, parce que je veux dire, en Belgique, il y a même un suicide assisté pour les enfants, vous vous rendez compte, hein, c'est absolument effrayant. C'est l'horreur, si vous voulez, voilà. Alors qu'un enfant dépressif, ce qu'il lui faut, ce sont des amis, plus qu'un psychologue d'ailleurs, et ça ira beaucoup mieux. Et c'est la raison pour laquelle... d'avoir des problèmes d'autisme. Bien sûr, et c'est la raison pour laquelle je crois que c'est très important face à cela, comme vous le dites, de cultiver des amitiés, d'avoir des relations saines, de se promener, de marcher, de profiter de la nature, de ce qui est vrai par la nécessité d'avoir une société plus homogène aussi, comme ça on se ressemble plus, c'est plus facile de s'entendre. Bien sûr, etc. Aussi, bon, et puis aussi bien sûr d'avoir une vie intérieure, il n'y a rien à faire. La prière qui est la respiration de l'âme, qui installe le grand calme dans la tempête, y compris les tempêtes intérieures que l'on peut vivre, ça c'est quand même très très important. Pour éviter d'avoir peur du vide, du silence. Voilà, et puis bon, face aussi quand même à la persécution, face à son absolument effrayant, qui peut complètement nous déprimer, il y a de quoi, hein, ou bon, eh bien, et nous bouleverser. Je pense que le geste de la prière, de l'oraison, est quand même encore ce qu'il y a de plus solide. Hein, je veux dire. Car je rappelle que dans la prière, contrairement à ce que beaucoup d'incroyants pensent, on ne cherche pas à l'oublier, mais à la force de faire son devoir, de résister toutes les difficultés. Ah oui, c'est pas une fuite, au contraire. C'est pas une fuite, au contraire. Demande l'assistance sur ça. Voilà, c'est ça. C'est au contraire une force pour combattre, voilà. Parce que pour nos propres forces, on ne peut rien. Alors pour rester au Rassemblement National, que pensez-vous de Bardella? Est-il un espoir ou une réplique de Marine Le Pen? J'avais fait un éditorial là-dessus, à l'occasion des 50 ans notamment du Front National, qui a été commémoré tout récemment. J'observe d'ailleurs que Bruno Gollnisch, cette fois-ci, n'a pas été reconduit au bureau national, au bureau politique du Front National, dont il était un membre permanent depuis près de 40 ans, et ça aussi c'est un signe fort. Paye-t-il le discours qu'il avait tenu le 6 octobre au soir, où il avait rendu hommage aux 35 députés élus du Front National en 86, dont beaucoup depuis ont quitté le mouvement et ont même critiqué publiquement pour certains d'entre eux Marine Le Pen, sa diabolisation, c'est possible. Paye-t-il le fait d'avoir naguère à plusieurs reprises défendu la liberté d'expression des révisionnistes, y compris celle de Jean Plantin et d'autres, y compris au Parlement européen? Il représentait, oui, le côté le plus traditionnel de l'extrême droite. Paye-t-il le fait, effectivement, aussi d'avoir défendu naguère la famille, l'accueil de la vie, de l'accueil de la vie, de la conception de la mort naturelle? C'est possible aussi. En tous les cas, je trouve que c'est un signe très fort, et j'ai un peu l'impression qu'il y avait un certain nombre il représente encore l'ancien Front National. Oui, je me rappelle qu'il y avait un certain nombre de sites juifs, de défense juive, d'autres choses, etc., qui reprochaient justement au Rassemblement National de rencontrer Bruno Gollnisch parmi son bureau national, alors qu'il avait été complaisant avec des révisionnistes et tout ça. Et moi, j'interprète sa non-reconduction au bureau national comme finalement la réponse des instances dirigeantes du Rassemblement National en disant, bon, écoutez, vous on vous obéit, voilà, on vous donne, voilà, on vous donne raison, voilà, on répond positivement à votre requête, à votre demande. Voilà, de toute façon, c'est un peu une suite logique après avoir éjecté le père tout de même. Oui, c'est une suite logique. C'est presque étonnant que Gollnisch. C'est parce que Bruno Gollnisch, avait une nature très diplomate, c'est un édredon, bon, donc c'est difficile effectivement de l'attaquer. En plus, il est extrêmement courtois, extrêmement prudent. Donc voilà, donc c'est difficile, mais néanmoins, bien qu'il soit arrivé 11e au comité central, au Conseil national, en général, quand on arrive 11e au Conseil national, on est au bureau politique, puis il y a une 40 à 50 membres au bureau politique. Bon, ceux qui arrivent quand même dans les 30 ou 40 premiers, en général, ils sont quand même, sauf exception, en général, ils sont quand même reconduits au bureau politique. Mais enfin là, ça n'a pas été le cas. Et donc ça, je pense que c'est intéressant. Alors, vous m'interrogez sur Bardella, c'est un bébé Marine, effectivement. Donc ça, a priori, ça ne serait pas spécialement pour nous plaire, vous nous rassurer. Bon, maintenant, il vient d'être élu, on verra bien. Je veux pas, parce que après, on va me reprocher toujours de faire des projets d'intention, etc. Donc, on verra bien ce qu'il donnera. Il est moins antipathique, c'est certain, que lui à Lio. Il a l'avantage pour lui d'être très jeune, plutôt belle allure, présentant bien, plutôt performant dans les débats, plutôt incisif et percutant à la télévision. Bon, à mon avis, il est bien meilleur dans cet exercice que sa patronne, d'ailleurs. Bon, et il a l'avantage du fait de son jeune âge. Moi, il évitera de faire les vagues
la Madone ne veut pas voir, j'imagine. En tout cas, du fait de son jeune âge, il n'a pas été mêlé aux inimitiés avec Maigret, avec Trelelang, à l'accusation de Jean-Marie Le Pen, à l'accusation au départ de Philippot. Oui, ça fait tout neuf. Oui. Ouais, il y a un côté, donc il cristallise pas sur sa personne des haines, des rejets, donc pouvait inspirer d'autres personnalités, comme Marine Le Pen ou comme Louis Alliot, qui n'ont pas été avares de déclarations incendiaires sur différentes personnalités ou composantes de la droite nationale. Voilà. Oui. Donc de ce point de vue-là, après sur le fond, même s'il parle peut-être un petit peu plus de l'immigration que Marine Le Pen ou que Alliot, ou que sans employer le mot de remplacement, il a parfois des expressions relativement proches sur le sujet, ce qui est à mettre à son crédit. Pour le reste, c'est quand même on est toujours dans le processus de dédiabolisation, c'est-à-dire que il a tenu, au moment où il a été question, et ça reviendra d'ailleurs peut-être sur la table plus tard, de constitutionnalisation du droit à l'avortement, je mets tout ça entre guillemets, il avait dit certes lors de sa patronne, mais enfin il avait tweeté que si la question venait à l'ordre du jour, au vote, il voterait cette constitutionnalisation du droit à l'avortement, ce qui est quand même une abomination sans nom. Quand on sait ce que c'est un avortement, un démembré, fracasser le crâne du bébé, je veux dire, dans des conditions épouvantables, voilà. Et donc il faut constitutionnaliser, c'est-à-dire graver dans le marbre constitutionnel ce qui est un assassinat froid, une barbarie effrayante. Voilà. Donc voilà où ils en sont quand même. Et en plus, pour un parti qui prétend lutter contre le grand remplacement, 220 000 enfants français qui disparaissent toutes les années, je vois pas comment, en validant ça, on peut lutter efficacement contre le grand remplacement. Ça va être compliqué. Donc il y a une contradiction. Il ne faut pas lui demander non plus de lutter contre la loi Guesso et la loi Pleven. D'ailleurs, Alliot, même le mariage homosexuel, pas davantage. Alliot a dit récemment, ainsi que Chenu, qu'ils étaient pour le maintien de la loi Guesso. Je rappelle d'ailleurs que Chenu, ça aussi c'est quand même révélateur, est arrivé en tête du comité central, le premier. Ce qui était inimaginable il y a quelques années. Quelqu'un qui ne se cache pas non seulement de son homosexualité, mais de son homosexualisme, c'est-à-dire qu'il a été fondateur de Guélib, militant actif de cette cause, puisqu'il a même participé activement à des Gay Pride. Oui, c'était organisateur même d'une Europride à Marseille. C'est peut-être pas la tendance transsexuelle, mais enfin tout le reste. Je ne sais pas, en tous les cas, il est pour tout ça, quoi. Je veux dire, voilà. Oui. Donc voilà, et il n'est pas le seul. Il y a Julien Oudoul qui est travaillé dans les premiers aussi. Oui, enfin, il y a plein d'autres. Donc ça n'est pas parce que le Rostandem, Briouat 2002, a été marginalisé, essentiellement, je crois, pour des questions d'épiderme avec Bardella. Bon, voilà, que comment dirais-je, la puissance du lobby rose marine au sein du mouvement. A diminué. Je crois qu'il ne faut pas être naïf. Bon, maintenant on verra ce qu'il fera. On jugera sur les actes. Voilà. Et toujours pour rester un petit peu dans l'extrême droite, mais du côté de l'Italie, avec Giorgia Meloni, qu'est-ce que vous pensez cette victoire démocratique, que ça va vraiment changer les choses Le problème, c'est que les gens ont besoin d'espoir. Et c'est vrai que c'est difficile de vivre sans espoir. Après, est-ce qu'il faut placer ces espoirs dans des succès électoraux? Moi, je crois que ce sont des leurres et des chimères, parce qu'on est toujours déçu par cela. Bon, elle a pris des positions comme très otanesques. Je n'ai pas l'impression que sur l'immigration... Les crises migratoires continuent tout de même en Italie. Sur la question de l'immigration et de l'avortement, j'ai pas l'impression qu'elle fera grand-chose d'autre que les autres, etc. On jugera sur les actes. Si elle dit des choses positives ou qu'elle fait des choses positives, on le dira. On sera objectif et honnête. Mais je ne ferai pas d'opposition systématique. Mais très sincèrement, j'ai plus l'impression qu'elle est proche d'un jeune francophilie dans ses positions. Elle a fait beaucoup de déclarations antifascistes. Bon, elle a rajouté dans le soutien à l'entité sioniste. Elle a fait toutes les génuflexions et les courbettes un peu comme Marine Le Pen. Bon, elle était là un petit peu loin que Marine Le Pen, parce que l'Italie c'est pas la France. Bon, elle a quand même parlé un peu de famille, patrie, etc. Bon, mais enfin, bon... Oui, c'est vrai que ce serait inimaginable chez Marine Le Pen. Voilà, donc ça y est, bon, c'est un petit peu différent de ce point de vue-là, donc elle est un peu moins antipathique de ce point de vue-là. Mais enfin, bon, j'ai pas le sentiment que ce soit très différent de Marine Le Pen. Maintenant, bon... Puis même quelqu'un comme Salvini, c'est vrai qu'il assumait un peu le fascisme, même si c'était pas si criant que cela. Enfin, il a quand même participé au gouvernement socialiste, depuis, de gauche, et puis ça a bien changé, lui aussi très pro-israélien, du moins dans ses déclarations. Donc, ils sont tous plus que décevants, mais de toute façon... Puis la Ligue du Nord, donc un peu
oui, séparatiste, quoi. Non, mais de toute façon, à partir du moment où ils veulent réussir, ils veulent entrer dans des gouvernements aujourd'hui tel que le système fonctionne, de toute façon, si on ne passe pas sous la fourche codine du judaïsme politiquement organisé, de toute façon, on ne peut rien faire. Oui, puis l'Italie accepte des dons financiers de l'Union européenne, etc. Donc voilà, il faut accepter l'Union européenne, il faut accepter tout ça. Donc bon, jamais trop libre. C'est pourquoi moi je crois pas aux solutions électorales. Je veux dire, ça me paraît illusoire, quoi. Et justement, pour parler un petit peu de choses otanesques ou de la Russie, de l'Ukraine, qu'est-ce que vous pouvez dire un peu de ce conflit qui continue Bien, en tout cas, d'abord c'est un conflit qui dure, puisqu'il a commencé officiellement le 24 octobre 2022, et qu'on se retrouve maintenant 9 mois après. Le temps d'une 2021, vous voulez dire 2022, non 2022. Ah oui. Oui, 2022, en début d'année. Donc 9 mois après, le temps d'une grossesse. Bon, et que finalement, on a l'impression que c'est une guerre qui est partie pour durer. Et qui, évidemment, est une catastrophe d'abord pour les deux peuples en question, puisque c'est quand même deux peuples européens, blancs, au moins de culture chrétienne, qui s'affrontent très violemment, avec quand même des morts, des blessés, des ruines diverses. La guerre, ça cause toujours beaucoup de dommages matériels et moraux, spirituels considérables. Et on n'en voit pas le bout. Et puis pour nous, il est évident que ça a des conséquences dramatiques, alors moins évidemment que les peuples en question, mais enfin en tous les cas sur la question de l'augmentation des matières premières, de leur raréfaction, de l'augmentation de leur prix, et on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Mais on a l'impression qu'un narratif chasse entre narratifs, on a eu le Covid, maintenant on a cela, et on a l'impression que on est en quelque manière manipulé comme des ballottés, comme des marionnettes finalement dans ce genre d'affaires, car de plus en plus on voit très bien qu'on se moque complètement du point de vue des peuples, et non seulement on se moque de leur point de vue, mais qu'on peut finalement assez facilement les manipuler, les domestiquer. On l'avait vu avec le Covid, où l'immense majorité quand même de compatriotes a fini par se faire vacciner, voilà. Alors qu'ils étaient plutôt contre au départ, ou réservés, et alors même que il y a quand même beaucoup d'effets secondaires pervers de ces vaccins. Dont on n'a vu peut-être pas le bout encore d'ailleurs. Mais il y a un tabou quasi total dans les grands médias là-dessus. Mais moi, j'ai dit, j'ai témoignage multiples de gens, d'orthophonistes, qui n'ont jamais autant de gens qui font des AVC qui viennent auprès d'elles et tout ça, etc. Enfin, j'ai plein de témoignages même de gens, un ami avocat qui me disait qu'il a perdu plein de clients, comme par hasard, il s'est tous fait vacciner. Bon, enfin, j'ai plein de témoignages convergents de gens de milieux différents, d'idées, de générations différentes. Donc, c'est d'autant plus frappant qui constate cela, si vous voulez. Donc, il y a un mensonge, si vous voulez, par le silence, là encore, etc., qui est absolument effrayant sur ces questions. Bon, donc, ils ont accepté de se faire vacciner. Bon, il est vrai qu'il y avait une pression très forte dans ce sens, hein, c'est vrai, y compris pour travailler, etc. Là, on voit très bien qu'on veut nous imposer demain la voiture électrique, on veut nous imposer toute une série de restrictions de liberté. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que j'ai 50 ans cette année, je viens de les avoir, mais donc je suis pas encore très vieux, et malgré tout, j'ai vu en l'espace de 30 ans, 35 ans, je me rappelle encore dans mon enfance et ma jeunesse, il y avait quand même encore une liberté d'expression, de mouvement, d'affichage, de manifestation, de pensée, de l'esprit, qui est inimaginable aujourd'hui. Je veux dire, un Pierre Desproges serait inimaginable aujourd'hui. Moi, je me rappelle quand je roulais encore sur les routes dans les années 80-90, même si vous dépassiez un petit peu oui, il n'y a pas de radar à l'époque, hein, mais lorsque vous dépassiez un peu les vitesses sur l'autoroute ou sur une route hors agglomération, combien de fois ça m'étonnerait avec la police ou la gendarmerie, je veux dire, de négocier, quoi, etc. Si vous êtes quelqu'un de courtois, dire, écoutez, monsieur l'agent, je veux dire, d'accord, je roule un peu vite, est-ce que vous pouvez pas me faire sauter la contravention, vous pouvez pas me la donner, etc. Et pas toujours, mais vous tombiez assez souvent sur des gens sympathiques, parce qu'il y avait une humanité. Ce qui me frappe, si vous voulez, dans la société actuelle, c'est qu'elle est plus du tout humaine. Je dirais la primauté de la norme, du protocole, de la procédure, du règlement, fait que effectivement, on a une société qui est complètement inhumaine. Et on en arrive même à des absurdités, à des folies, et ça pourrit la vie au quotidien, quoi. Je veux dire, ça la complique au quotidien de manière considérable. Et c'est vrai que il y a des gens qui sont dans des situations dramatiques, parce qu'il est vrai que lorsqu'on a été amené
pour son travail, pour emmener des enfants à l'école, pour différentes activités, ou même simplement pour le loisir. Et après tout, c'est légitime de prendre sa voiture régulièrement. Et si on la prend quand même très souvent, il est quasiment impossible de ne pas perdre des points, même en faisant attention, parce que vous avez des radars partout, vous avez des changements de limitation de vitesse assez brusques, même sur l'autoroute et ailleurs, on passe de 130 à 110, parfois 90, parfois même à 70, sur des routes à 50, en ville parfois à 30, etc. Donc à moins d'être d'une attention absolue en présent sur le compteur, ce qui est quasiment humainement impossible, surtout si on discute, qu'on pense à autre chose, etc. Et d'ailleurs, c'est le plaisir de la conduite, hein, soit dit en passant, je veux dire, c'est quasiment impossible quoi, de ne pas perdre des points. Hein, voilà. Donc ça met un certain nombre de gens dans des situations dramatiques. Ce premier point est une folie. Voilà. Il n'a pas été vraiment appliqué les 10 premières années, mais depuis 2002, il est appliqué massivement. Et en 20 ans, il a fait et continue à faire des désastres considérables. Donc on voit très bien. Il y a des gens qui perdent leur travail parce qu'en province, sans voiture. Non, mais si vous voulez, même par exemple, le fait qu'en 2014. Qui conduisent sans permis. Non, mais voilà, donc je dirais, bon, je prends l'exemple de la voiture, mais l'exemple, par exemple, qu'un humoriste, par exemple, comme Dieudonné en 2014, que de manière préventive, un spectacle comme Le Mur, à la demande express de Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, de François Hollande, et qui avait donc, comment dirais-je, fait en sorte avec le Conseil d'État de pouvoir, de manière complètement scandaleuse et qui rompait complètement avec la jurisprudence qui était libérale sur ce plan, etc., d'interdire de manière préventive un spectacle, de même qu'il y a des guerres préventives, ça devient fou, hein, ça devient fou. Bon, comme j'ai vu par exemple que des sites communautaires m'ont reproché, parce que dans le congrès des nationalistes, j'ai fait une petite intervention d'une grosse demi-heure, où j'évoquais le fait que Vincent Renoir, avant d'être capturé, venait de terminer et d'envoyer à l'impression un livre actualisé d'environ 500 pages sur le drame de Radour-sur-Glane. Bon, voilà. Et j'ai simplement dit cela, et que peut-être qu'à un moment donné, on sera amené les uns ou les autres, je ne sais sous quelle forme, je ne sais pas si on le fera, d'ailleurs j'en sais rien, à en parler d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas ni quand, ni comment, ni où. Bon, peut-être, ça n'est pas certain, mais rien que le fait effectivement d'avoir dit, et en plus on peut en parler sans forcément nécessairement l'approuver, on peut en prendre une descriptive, peu importe, bon, mais simplement le fait d'avoir dit ça, eh bien on a dit il cautionne Renoir, donc il faut s'y mettre en prison, il faut interdire le journal, enfin la folie pure. Je n'ai encore rien fait, puisque le livre n'est pas encore paru, je ne sais même pas son contenu, je ne sais même pas si on va en parler ou pas, etc. à ce stade. Bon, eh bien c'était un délit préventif en quelque sorte, voilà. Hein, c'est une interdiction préventive, voilà. Comme il y a des guerres préventives contre l'Irak, tout ça, hein, voilà, un spectacle préventif interdit pour Dieudonné, eh bien là c'est pareil, c'est hallucinant si vous voulez. Donc ils vont toujours plus loin. Ça n'a pas eu lieu, mais on sait on m'accuse de commettre un comique que j'ai pas commis, d'ailleurs, même parler d'un livre, est-ce que c'est un délit, bon voilà, mais en plus, j'ai même pas dit que j'en parlerai, sous quelle forme, etc. Voilà, parce que je veux dire, il faudrait lui donner la publicité qu'il mérite, mais une publicité, elle peut être positive, elle peut être négative, elle n'est pas forcément dans le journal, elle peut être faite à quelques amis, discrètement, elle peut, en revanche, avoir un caractère public, tout ça est ridicule, quoi, etc. Bon, mais on voit très bien que y a une volonté vraiment que rien ne soit dit autrement que la vulgate, hein, que la doxa. Hein, voilà. Tout ce qui s'oppose de près ou de loin, tout ce qui a une voix un peu dissidente, un peu discordante, tout ce qui ne rentre pas complètement dans les clous du politiquement correct, de l'historiquement correct, hein, et tout ce qui n'est pas soumis à un certain lobby, eh bien, n'a pas le droit de citer. Quoi, voilà. On le lit dans la controverse de Sion, et on peut le dire, ça, c'est vrai. Et même le fait d'essayer de faire peur aux gens pour avancer. Ah ben ça marche à fond. Hein. Il n'y a qu'à voir qui a dénoncé l'arrestation de Renoir, même dans nos milieux. Voilà, donc la peur, elle fonctionne énormément, mais dois-je reparler du proptermetum du Deorum, de l'évangile. Voilà. L'évangile a supprimé. Alors, dernier petit sujet avec les anniversaires. Parce qu'on va quand même pas lasser les gens. Hein. Oui, histoire de conclure, d'autant que ça pourrait être assez long, mais il y a des traitements dans Rivarol donc, qui pallieront au problème. Quelques lots de décennies, les 70 ans du décès de Charles Maurras. Tout à fait. Les 60 ans de Vatican II et les 50 ans du Front National. Bon, les 50 ans du Front National, déjà un petit peu près, donc je ne vais pas revenir dessus. Oui. Bon, on va refaire toute l'histoire, parce que sinon, on sera encore là demain matin. Puis vous l'aviez un peu faite lorsque Jean-Marie Le Pen était un peu plus dans l'actualité. On en reviendra, les 70 ans de Maurras, effectivement, on a fait un article dans le numéro du 16 novembre de Rivarol, le jour même des 70 ans de la mort de Charles Maurras, le maître de Martigues, et en effet, il est intéressant
De se replonger un peu dans ce doctrinaire. De s'intéresser à sa pensée, parce que même si on n'apprend pas forcément tout, il y a des choses remarquables. Pour moi, son meilleur livre, de mon point de vue, c'est Mes idées politiques. Enfin, c'est celui que j'ai préféré. Je trouve que c'est remarquable. Et vraiment, je pense que c'est toujours intéressant à lire parce qu'il y a énormément de choses qui restent permanentes, qui restent d'actualité. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, on juge la qualité d'un auteur, d'un écrivain, d'un penseur, d'un publiciste à la permanence de sa pensée, à son caractère éventuellement visionnaire et prophétique, ou à la véracité de ce qu'il dit à travers le temps. C'est-à-dire que même dans le temps long, ce qu'il dit reste vrai. Alors, voilà. Et pour Maurras, énormément de choses qu'il dit, y compris les 4 États confédérés. Enfin, on pourrait en ajouter un 5e maintenant, l'État pédérastique. Voilà. Qui n'est pas des moindres. Qui n'est pas des moindres. Bon, tout ce qu'il dit, etc., est assez remarquable. La seule chose que l'Église lui avait reproché, c'est que, évidemment, il y a une forme de naturalisme de sa pensée, puisque lui avait perdu la foi, tout en étant très respectueux de l'Église catholique et du catholicisme. Mais enfin, il avait perdu sa foi. Il semble qu'il l'ait retrouvé sur son lit de mort, ce qui, après tout, est l'essentiel. L'essentiel, c'est de faire une belle mort. Dès lors que, évidemment, la conversion est sincère, après tout, c'est l'essentiel. C'est le dernier moment qui compte. C'est pas le dernier larron qui dira le contraire, c'est un mas. Bon, enfin, quoi qu'il en soit. Celui qui a volé le paradis. Voilà, c'est ça, ouais, voilà. Mais on doit de toute façon, ce sont les violents qui accèdent au paradis, je le dis, voilà, tout à fait, ouais. Et non pas les tièdes. Bon, et bien en l'occurrence. Oui, dans la pensée de Maurras, il y a aussi l'anti-germanisme qui était très très présent et qui peut-être peut nous paraître un peu bizarre. Ça, je pense qu'il est quand même en partie excessif, effectivement, même s'il s'explique, comme vous dites, dans le contexte de l'époque, voilà, c'est ça. Il faut le contextualiser. Mais parce que finalement, ces 3 guerres, quand même, avec le recul entre la France et l'Allemagne, la guerre de 1870, la guerre de 14, la guerre de 40, ça fait mal fou à nos 2 pays et plus généralement à l'Europe, à la continent de la civilisation. Enfin, c'est évident. Avec le recul, ça paraît d'une évidence aveuglante. Bon. Donc, il fallait tout faire pour éviter cela, c'est certain, parce que ce n'est pas l'Europe, c'est l'on puisse dire, qui s'est trouvée gagnante à la suite de ces 3 conflits fratricides parfaitement évitables. Bon, mais donc oui, il y a beaucoup de choses qui restent actuelles dans la pensée de Maurras, et notamment, bien sûr, les 4 États confédérés, l'amour de la patrie, l'amour de la monarchie française, l'amour de l'être historique de la France, et Dieu sait à quel point c'est important, le principe d'une monarchie décentralisée. Oui, une première partie, oui, c'est vrai, celle de Maurras, qui était un petit peu plus provincialiste au début, après plus monarchiste. La défense du catholicisme, parce que même s'il y a d'autres arguments, bien sûr, à défendre pour illustrer le catholicisme, il y a quand même des aspects qui sont justes dans ce qu'il dit dans la défense du catholicisme, même s'ils ne sont pas exhaustifs. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, il y a d'autres raisons, notamment des raisons surnaturelles, évidemment, en soi plus profondes et plus impérieuses. Oui, dit-on, c'est pour ça que Saint-Pie avait voulu éviter de les excommunier, d'ailleurs. Oui, ce qu'il avait dit, il avait dit c'est condamnable, mais cela ne doit pas être condamné. Voilà, c'est ça. Oui, parce que c'était la seule défense de droite. Sed non damnandos, voilà. Voilà, c'est ça. Et donc, effectivement, en 1914, voilà, et c'est pourquoi il ne l'avait pas condamné, et je crois qu'il avait eu raison, parce que ça n'était pas opportun. On a vu d'ailleurs que les conséquences de sa condamnation, 12 ans plus tard, en décembre 1926, eh bien, ont eu des conséquences quand même très fâcheuses. Qui ont été annulées d'ailleurs. En mars 39 par le pape Pie XII, ouais. Oui, mais même si elles s'étaient annulées, les conséquences n'ont pas été totalement, tant s'en faut, et ça a quand même favorisé la démocratie chrétienne, le progressisme, le modernisme, notamment dans l'Église de France. Et ça a eu donc des conséquences assez catastrophiques. Et d'ailleurs, Maurras qui a donné des bras aux côtés de la résistance comme du côté des collaboratrices ou de Vichy, puisque lui-même a été à Vichy. Mais toute la droite était passée par lui de toute façon à l'époque, avec plus ou moins, critiqué ou pas, mais tout à fait, tout en assumant, on va regarder. Tout à fait. Comme tout le monde premier le jeune passe par Soral actuellement. Voilà, c'est ça. On le quitte ou pas. Il y a un peu de ça, Il y a un petit peu de ça, oui. C'est vrai. Raison n'est pas raison, mais il y a un peu de ça. À l'époque 2010. Même les gens parfois qui le critiquent violemment après ou qui s'en séparent, à un moment donné, ils ont quand même pioché dans sa pensée, quand même, etc. C'est ça, ouais. Il y a un petit parallèle à faire. Je trouve qu'il y a, c'est pas la même période, etc. Raison n'est pas raison, mais malgré tout, je trouve que dans les jeunes générations, il y a quand même un peu de ça. Enfin, je vois dans la dissidence, parmi les nationaux, il y a beaucoup de gens qui ont été un petit peu, comment dirais-je, déniaisés, si j'ose dire, dans mon sens du terme. Par la pensée surréalienne, sur beaucoup de points, en tout cas, sur beaucoup de points. En effet. Voilà, même si après ils sont allés plus loin, où ils ont pris d'autres horizons, où ils ont contesté certaines choses, mais enfin à un moment donné, Maurras c'est un peu pareil finalement. Beaucoup de monde est passé par lui, même si après certains ont pris des chemins un peu différents, de traverse. C'est cela. Et donc oui, après pour les 60 ans de Vatican II, vous avez fait un bon dossier
en guise d'éditorial de 2-3 pages. Là, ce serait trop long si j'en prenais long, mais j'encourage les gens qui s'intéressent un peu à la question, et même ceux qui ne s'intéressent pas trop. Parce que c'est quand même très important, oui, parce que de notre civilisation, et même pour des gens qui ne sont pas croyants ou pratiquants, je trouve que c'est intéressant de connaître un peu le sujet, parce que ça explique quand même beaucoup de choses finalement. Et on s'interdit de comprendre beaucoup de choses dans ce qui se passe si on fait totalement l'économie de la crise de l'Église et de cette, comment dirais-je, prise en main des postes de commandement par les modernistes finalement. Bon, qui ne datait pas des années 60 en fait, ça a été un long travail de sape sans doute. Tout à fait, mais disons au niveau du sommet, le moment voilà, c'est ça, avec des points de bascule, avec des déviations comme doctrinales, disciplinaires, liturgiques, politiques, considérables, et dont les conséquences sont chaque jour de plus en plus catastrophiques. Et donc j'essaye de résumer. Il n'y a pas d'hérésie dans les enseignements. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc j'essaye de résumer ça de manière, j'espère, la plus claire et la plus pédagogique possible, sur 3 pages. Ça se lit, je crois, assez rapidement. Donc c'est le numéro 3536 de mémoire, daté du 12 octobre 2022. On peut le trouver soit en version numérique ou en version papier sur rivarol.com, notre site internet, ou nous le commander directement dans nos bureaux, 19 avenue d'Italie, édition des Tuileries, 19 avenue d'Italie, 75 013 Paris. Vous avez repassé aussi un petit peu, le combat lefévriste, les réactions qu'il y a pu avoir et tout ça. Oui, un petit peu, enfin ça assez rapidement, mais effectivement, surtout vous avez montré, le travail de destruction de chaque domaine, les rites. Absolument. Etc. Tout à fait. Et je pense que aujourd'hui, dans la destruction de la famille, dans la perte de la politesse, toute une série de traditions, de bienséance, voilà, qui était celle de l'ancienne France, de la vieille France, si l'on peut dire. Il est certain que la déchristianisation massive en est une des premières causes. Je dirais même la cause principale, même si elle n'est peut-être pas la cause unique, mais c'est quand même une cause principale. Et donc je pense que, encore une fois, c'est quand même très important de s'intéresser à cela, parce qu'il est évident qu'à partir du moment où on n'a plus de repères moraux, spirituels, et où il n'y a plus en plus aucune pratique, aucune vie de prière, c'est certain qu'on va très vite à volo. D'autant que, si vous voulez, autrefois, la société, même pour quelqu'un qui était pas spécialement pratiquant ou pas spécialement fervent, si vous voulez, la société allait dans le sens quand même de l'ordre, de la discipline, du respect quand même de la religion, au moins de manière minimale, d'un certain nombre de traditions, etc. Et donc si vous voulez... On tombe sur des jeunes de 19 ans qui ne savent pas que Saint Joseph est le père adoptif. Voilà. Il y a une inculture religieuse, qui est totale aujourd'hui, qui fait que même on ne peut pas comprendre souvent même des œuvres picturales, artistiques, littéraires, etc. On ne peut même pas visiter, limite. Voilà, c'est catastrophique, même sur le plan purement culturel et artistique. Mais si vous voulez, fondamentalement, oui, la destruction du sens moral, la perte du sens moral, avec tout ce que ça implique, la perte de la pudeur, le débraillé vestimentaire, comment dirais-je, le langage relâché. Parce que moi je suis quand même frappé de voir à quel point autrefois, même encore dans mon enfance, je me rappelle... ça va avec le niveau intellectuel. Non, mais il me semble que les gens en général, sauf s'ils étaient énervés ou très fâchés, etc. Là dans ce cas-là, il pouvait y avoir une série de grossièretés exhortées, mais enfin, on ne disait pas des grossièretés... C'était pas habituel, c'était pas dans l'habitus. On disait pas des grossièretés à froid, quoi. C'était ponctuel. Même des gens de toute catégorie sociale, c'était très rare, sauf à ce qu'ils soient vraiment en colère ou dans des cas vraiment très particuliers, c'était rare de les entendre quand même avoir un vocabulaire redurier, et a fortiori avec des connotations sexuelles, comme c'est le cas aujourd'hui, je veux dire, de manière courante dans tous les milieux, etc. Et même à la télévision, même des hommes politiques qui utilisent des grossièretés de manière invraisemblable, quasiment dans toutes leurs phrases. C'est quand même hallucinant. Donc ça, si vous voulez, tout cela, et on pourrait prendre maints autres exemples, ça participe effectivement d'un recul de la civilisation, et très certainement les mœurs avaient été quand même polies, avait été fortement améliorée par le christianisme, c'est évident, je veux dire, qui impliquait quand même la maîtrise de soi, qui impliquait la délicatesse vis-à-vis d'autrui, le respect d'autrui, et aussi le respect de soi-même, donc ce qui impliquait qu'on fasse l'effort quand même pour s'habiller. Je suis allé encore récemment à des mariages et des enterrements, j'étais stupéfait de voir la façon dont beaucoup de gens s'habillent. Ils s'habillent comme des éboueurs, comme des égoutiers, ils s'habillent comme ils s'habillent tous les jours, en basket, en blue jean, etc., à des mariages
ou à des enterrements, quoi. On peut quand même mettre une cravate, un costume, au moins à ces occasions-là. Enfin, moi, ça me dépasse, si vous voulez. Ouais. Je trouve que c'est même un respect vis-à-vis du défunt, de la famille. Vous direz, j'ai vu même parfois la famille du défunt s'habiller aussi mal que les autres participants. Mais si vous voulez, ça, je trouve que c'est quelque chose qui... Il faut pas penser que ce soit quelque chose qui est totalement neutre ou parce que ça a des conséquences sur le psychisme. Parce que finalement, ça amène un relâchement général, finalement. On se respecte plus, on respecte plus autrui, on fait plus aucun effort. Il y a une paresse générale, il y a une abdication de tout. Rien que le fait, si vous voulez... Ça réduit un peu le beau en société. Rien que le fait ce matin de prendre le temps, ça prend 5 minutes, 5-10 minutes, rien que le temps de se raser, de prendre le temps de se raser. Quand les gens ne se rasent plus, ils rasent une barbe de 3-4 jours, ce qui est assez dégoûtant, faut dire ce qui est bon. Voilà. Non mais on prend plus le temps de se raser, de se coiffer, de s'habiller, de nouer une cravate, ce qui ne prend pas un temps considérable, mais rien que cela, je suis étonné quand même du fait que la cravate est complètement disparue, même parmi les hommes politiques. Ça change un peu la vie en société, hein. Les gens font plus attention à nous, bon ça peut moi, je me sens bien en cravate, des hostilités. Moi je me sens bien en cravate. Je dois dire d'ailleurs que la cravate a encore quelques utilités, parce que moi je pense que je me suis bien sorti parfois quand j'étais arrivé après la police, pour un excès de vitesse, un téléphone au volant, c'est arrivé à tout le monde, je pense, ou presque quelques fois dans sa vie. Bon, je crois que souvent j'en suis bien sorti. Bon, d'abord, il faut être très poli, respectueux, c'est normal d'ailleurs, etc. Et avec la police, comme avec la justice, on a plutôt un trait plutôt profil bas. Bon, mais néanmoins, je pense que le fait d'être cravaté, costumé, poli, courtois, en général, ça range les choses. C'est sûr que si vous commencez à être agressif. Les voitures nous laissent plus souvent passer aussi. Aussi, voilà. C'est l'occasion un peu de regarder. Non, mais c'est de la même façon, j'essaye toujours, je réussis pas toujours, hein, je réussis pas toujours, mais j'essaye quand même quand il y a des gens qui vous klaxonnent, qui sont désagréables, de ne pas répondre, d'essayer de calmer le jeu. D'abord parce qu'on sait jamais jusqu'où ça peut aller, d'une part, et d'autre part, de toute façon, après on n'est jamais très fier de soi quand on s'est excité pour une histoire d'embouteillage, de refus de priorité, ou que sais-je. En plus ça peut arriver à tout le monde, hein, les erreurs manifestes, voilà. Donc je crois que là-dessus il faut quand même être prudent et poli, mais je pense effectivement qu'il y a une perte dont on est tous on est tous pollués, parce qu'on est tous influencés, hein, forcément à des degrés divers, hein, mais il faut vraiment essayer de lutter contre ça, parce que voilà. Et ça, moi, ce que j'apprécie beaucoup chez Pierre Sidos. Pierre Sidos, il m'a beaucoup apporté, parce que même au mois d'août, il y a 40 degrés au soleil, il y avait une cravate, quoi. Ouais. C'est formidable, je trouve. Non mais si vous voulez, parce que ça montrait quand même, si vous voulez, un maintien, un respect, et un sens de l'effort, si vous voulez. Bon, c'est vrai que c'est une famille qui a l'absence du père aussi, ça doit contribuer à cela, j'imagine. Certainement. L'absence physique ou morale du père. Oui, même. La démission ou la démission. Oui, c'est vrai, l'un ou l'autre, oui, c'est vrai. Mais ça dit, c'est difficile aussi, parce que ça nous cadre un peu. C'est difficile, moi je vois avec mes filles qui maintenant deviennent adolescentes et tout ça. Jusqu'à présent, elles obéissaient à leur père et tout ça. Là, ça commence à se compliquer. Pour les tenues, c'est compliqué, parce qu'il y a une influence du monde, il n'y a rien à faire. Et d'un autre côté, bon, c'est compliqué d'être trop catégorique, d'être trop péremptoire, parce qu'après, ça a des effets contraires. Hein. Donc, il faut faire attention. Ça a quelque chose de rassurant, peut-être, que les adolescents fassent les adolescents. C'est ce que je me dis d'un côté. Mais c'est vrai que c'est inquiétant. Mais j'aimerais quand même qu'elles fussent convaincues par la beauté des jupes, des robes. Ah oui, carrément, oui, c'est sûr. Parce que ça change tout. C'est tellement plus joli, je veux dire. Regardez une fillette ou une jeune fille en jupe, je veux dire, surtout si la jupe, c'est magnifique tout de suite, etc. Voilà, elle était en pantalon, bon, voilà, je veux dire, beaucoup de charme, voilà, beaucoup de charme perdu. Non, mais et ça a été fait exprès, tout ça. Ça a été fait pour indifférencier les sexes, etc. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu complètement général, parce que on dira, bon, c'est plus facile, c'est plus pratique, c'est tout ce qu'on veut. On trouve toujours de bonnes raisons, etc. Mais là, encore une fois, il faut quand même insister sur le fait que la beauté doit l'emporter sur l'utilité. D'ailleurs, c'était une des devises, je crois, de l'œuvre française. D'ailleurs, les deux ne s'opposent pas forcément, mais oui, elles doivent l'emporter. Pas forcément, mais la beauté doit l'emporter, c'est évident. Dans la civilisation qu'on défend, il y a ça aussi, voilà. Clairement. Bon, je pense qu'en disant ça, je ne ferai pas que des amis. Je vous dis, je ne suis même pas maître chez moi là-dessus. Mais bon, en même temps, on ne peut pas non plus contraindre les gens à l'excès. Sur la décérebration des femmes, bon, aussi, là aussi, les coupables, bon. On va dire qu'on est un peu monomaniaque, mais il y en a qui ont pas mal travaillé là. De toute façon, la femme est l'âme et le cœur du foyer, et donc tous ces magazines féminins comme Elle, etc., ont eu un rôle détestable depuis 40-50 ans, notamment favorisant le féminisme, la contraception, l'avortement, le libertinage. Le port du pantalon. Voilà. Voilà. Le problème, c'est l'indifférenciation sexuelle. Moi, je veux dire, même avant le phénomène des transgenres, parfois dans la rue. C'était un début, en fait. Parfois dans
dans la rue, quand je voyais les tenues, pour peu que les filles aient des cheveux courts, je ne sais pas si c'était un garçon ou une fille, hein. Moi ça m'arrivait souvent, même avant. Donc si vous voulez, je pense qu'on est arrivé, si vous voulez, transgenre, parce qu'on était déjà habitué visuellement par le fait que les hommes et les femmes portaient généralement les mêmes tenues vestimentaires, très souvent, voilà. Et donc finalement, pour peu que... Ça a préparé... Ah bah je pense que ça préparait. Parce que comme disait la Berriot, mais je crois que c'est très juste, je veux dire. Je pense qu'on a été préparé d'un point de vue visuel, donc y compris d'un point de vue mental et physiologique, on s'habitue finalement. Les femmes ont fini par croire qu'elles avaient des testicules. Non mais il faut pas croire. Il faut pas croire que c'est sans conséquence, quoi. Je veux dire, sur le psychisme, sur le mental, sur la vision du monde, même de la société, c'est évident. Tout ça, c'était fait exprès. Je veux dire, d'ailleurs, ils s'en cachent pas. Un certain nombre de gens qui sont à l'initiative de ça. Ça n'est pas du tout un hasard. C'est évident que ça participe, si vous voulez, à la destruction de la société. C'est évident. Bon, j'espère que nous n'avons pas abusé du temps de nos internautes, mais en tout cas, ce fut, j'espère, fort intéressant pour eux. Je vous remercie beaucoup. Et oui, il y avait quand même pas mal de sujets pour cette fois-ci. J'espère qu'on n'a rien manqué. Oui. Et aussi, comme d'habitude, on peut proposer aux gens, donc pensez à s'abonner à Rivarol. S'abonner, nous a dit surtout comment on est quand même persécuté, notamment avec en kiosque, etc. Même si on essaie de résister autant qu'on peut. N'hésitez pas à nous dire si vous ne le trouvez pas en kiosque, etc. Pour qu'on essaye de voir si on peut quand même le remettre là où il n'est plus. N'hésitez pas à vous abonner. Donc soit par internet, rivarol.com, ce qui est souvent le plus rapide et le plus simple, ou alors à nous écrire Rivarol, édition des Tuileries, 19 avenue d'Italie, 75 013 Paris. Il y a tous les types d'abonnements, toutes les durées d'abonnement. Voilà, donc aidez-nous si vous le souhaitez aussi par des dons, parce qu'évidemment nous avons une parole libre, mais une parole libre et dérangeante, on la paye quand même malgré tout, voilà. Et donc aidez-nous si vous souhaitez que nous continuions cette parole que je crois peut-être pas unique, ce sera un présomptueux, mais en tous les cas rare, je crois, y compris dans nos milieux. Voilà, et à très bientôt. Je vous souhaite un bon temps de l'Avent qui a bientôt commencé et une bonne fin d'année 2022. Et à très bientôt. Au revoir. Merci à tous.